Ce qui m'allume, c'est la créativité, c'est de bâtir. Le fondateur et président de Biointelligence, Joël Sirois. Quand on sort du pharmaceutique, les gens vont avoir une mentalité de vérification. Notre plus gros problème, c'est d'avoir accès à l'information. On se le cachera pas, pour le petit côté dérangeant, t'es pas un jeune entrepreneur, là. Très honnêtement, puis les gens de Québec Tech qui écoutent vont rire un peu. J'étais sceptique. Et on s'est mutuellement passé en entrevue, je dirais. On passe vraiment dans un mode scale-up, beaucoup moins start-up. Les gens disent que c'est difficile, c'est particulièrement difficile. Il faut le vivre pour le comprendre. Ça fait 50 ans que les molécules sont d'une pureté et que tout est calculé au nanogramme près. J'ai besoin de comprendre, puis j'ai besoin de bâtir. Puis si les gens cherchent, quand la solution va exister, ils vont l'acheter. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants! Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des Dérangeants. Étienne Crevier à l'animation qui vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode spécial Stade V. Stade V, c'est quoi? C'est les startups en grande transformation, en fait, technologique, qui nous permet au Québec de rêver d'avoir notre prochaine licorne. C'est un programme initié par Québec Tech qui a choisi et trié sur le volet 5 des plus grandes innovations et des entrepreneurs qui vont vraiment révolutionner leur domaine prochainement. Et donc, pour cette dernière capsule de cette série de 5, j'ai la chance de recevoir avec moi le fondateur et président de Biointelligence, Joël Sirois. Joël, salut. Bonjour. Merci beaucoup de venir au Dérangeant. Ça me fait plaisir. Écoute, j'aurais tendance à te poser la question, en fait, pourquoi avoir appliqué à Stade V et qu'est-ce que ça t'a amené justement comme lettre de noblesse? C'est une bonne question. Pour être très honnête, quand Québec Tech a créé Stade V, ils nous ont contactés. Je ne connaissais pas le programme. Je suis très focus sur l'exécution dans l'entreprise puis la stratégie d'entreprise, justement déjà vers l'international. Donc, eux nous ont contactés puis nous ont présenté le programme. Très honnêtement, puis les gens de Québec Tech qui écoutent vont rire un peu. J'étais sceptique. Et on s'est mutuellement passé en entrevue, je dirais. Puis c'est pas prétentieux aucunement, c'est simplement qu'on a fait plusieurs accélérateurs. À un moment donné, tu as fait le tour, tu as compris ce que les gens peuvent emmener. Puis on est vraiment dans le mode accélération. Quand ils nous ont parlé d'accélération, quand ils nous ont parlé de leur vision de vraiment l'internationalisation, nous, on est déjà, nos clients sont principalement aux États-Unis puis en Europe. On est déjà dans cette mouvance-là. L'alignement était là. On est déjà dans le mood, donc pourquoi pas aller chercher un appui supplémentaire, puis pourquoi pas faire de l'aide mutuelle ou travailler mutuellement avec des gens qui ont ça en tête déjà. Puis, Joël, tu me permettras, tu es ingénieur chimique de formation à la base. Oui. Tu roules ta bosse depuis déjà un certain moment. On se le cachera pas, pour le petit côté dérangeant, t'es pas un jeune entrepreneur, là. T'es plus un entrepreneur dans la fleur de l'âge, on va se le dire. Puis de te retrouver dans un milieu de start-up, comment tu te sens? L'entreprise est plus dans un mode maintenant, on passe vraiment dans un mode scale-up, beaucoup moins start-up. Il y a comme eu 3 phases de vie dans cette entreprise-là. On est dans la 3e phase, puis c'est drôlement agréable. et plus tripante, celle-là, en général. C'est comme... les gens disent que c'est difficile, c'est particulièrement difficile. Il faut le vivre pour le comprendre. Par contre, c'est grisant, puis ma mentalité, ma façon d'être fit parfaitement avec ce genre de vie-là. J'ai besoin de comprendre, puis j'ai besoin de bâtir. Fait que ça fit. Le problème auquel on s'est attaqué, c'est pas d'hier non plus. Donc, les cheveux blancs sont venus pendant le problème. Ça fait presque 20 ans qu'on travaille sur cette problématique-là. Donc, parle-moi un peu de biointelligence, parce que là, on rentre dans le vif du sujet, mais je réalise qu'on n'a pas mis en fait la table nécessairement sur cette innovation-là qui a été sélectionnée, triée sur le volet parmi les meilleurs des meilleurs. Ça a été quoi cette idée de génie-là dans tes mots? Il n'y a rien de mieux que de souffrir pour t'attaquer à un problème. Puis le souffrir, je le dis entre guillemets. Non, ça prend un pain. On dit toujours. Tu peux pas juste. Ça peut pas être un nice to have. Là. Pour réussir en affaires, tu dois trouver vraiment une douleur qu'un client vit et qui est prêt à payer pour. Exact. On remonte à il y a quelques années. J'étais dans une entreprise, on produisait des molécules pour l'industrie pharmaceutique. Mon travail était l'innovation technologique puis le troubleshooting sur la production.
Notre plus gros problème, c'était d'avoir accès à l'information. Donc, on avait des ingénieurs payés, puis j'en faisais partie. On prenait des échantillons tôt le matin, l'analyse se faisait dans l'avant-midi. On recevait l'analyse en début d'après-midi, puis là, avec des macros Excel à l'époque, avec le résultat qu'on avait l'après-midi qui arrivait d'un échantillon le matin, on essayait de prédire où on allait être le lendemain matin pour faire les bons ajouts, les bons ajustements sur une vingtaine de processus, procédés qui évoluaient en parallèle. Donc, on était toujours en train d'utiliser des mathématiques puis d'essayer de projeter puis de savoir où on était, puis des fois, on se trompait. Donc, le fait de ne pas avoir la donnée en temps réel nous empêchait d'être performants, puis des fois, on perdait des productions. C'était à petite échelle quand même. Des batchs de médicaments, là, carrément. Des batchs de molécules qui pouvaient devenir des médicaments. On était dans une phase de découverte. Nous, on produisait des molécules avec des particularités qui étaient après ça envoyées vers nos partenaires au niveau pharmaceutique, puis après ça, dans d'autres industries aussi. C'est fascinant parce que tu t'attendrais à ce qu'à ce niveau-là de pureté, en fait, il n'y a rien qui est laissé à la chance. Moi, je me serais attendu que ça fait 50 ans que les molécules sont d'une pureté et que tout est calculé au nanogramme près. Mais ce que tu me dis, en fait, c'est pendant la réaction chimique, il y a des ajustements qui sont faits au jour, en fait, à chaque heure, à chaque jour. Oui, il faut faire la distinction de deux choses. Les procédés pharmaceutiques chimiques sont super bien tunés. Il n'y a pas d'ajustement qui n'est pas prévu. La FDA puis Santé Canada puis les autres organismes sont hyper stricts là-dessus. D'ailleurs, on appelle ça le processus de validation. On conçoit le procédé, on achète l'équipement, on fait des tests, on détermine la variabilité acceptable, puis on doit toujours être à l'intérieur de cette variabilité-là. Ça, c'est le processus standard. Quand on sort du pharmaceutique, les gens vont avoir une mentalité de vérification. Donc, on veut le plus de capteurs de sondes, on veut savoir ce qui se passe. Comme ça, s'il y a une déviation, on va l'ajuster pour maximiser les performances. Là, on remonte à il y a 20 ans. Je te suis. Il y a 20 ans, la biotech commençait à devenir industrielle, à peine. Le pharma commençait à prendre la biotech, mais le pharma ne voulait pas changer de mentalité. À cette époque-là, nous, on avait une compagnie qui était en découverte pharmaceutique. Donc, on produisait dans des cuves, puis là, on utilisait des bioréacteurs, des fermentations. Donc, on est dans le biologique. Donc, on utilise des micro-organismes dans un réservoir fermé. On leur donne du sucre, de l'azote, tout ce qu'ils ont besoin pour vivre. Puis, dépendamment des cellules qu'on utilise, bien, ils vont produire un profil de molécules différent. Nous, après ça, on faisait ce que tu décris. On séparait ces molécules-là de façon très pure. On les envoyait à nos partenaires qui, eux, faisaient la découverte pharmaceutique ou la découverte d'activité. Quand il y avait un hit, ils revenaient vers nous et là, on produisait des plus grandes batches. Ça, c'était le modèle d'affaires de l'entreprise il y a 20 ans. Donc, quand on est dans la première partie, la production, bien, le but, c'est d'avoir des cellules qui sont en santé puis qui produisent le plus possible pour avoir un meilleur profil moléculaire pour favoriser la découverte. Donc, on n'est pas en production clinique, on n'est pas du côté industrie, du côté fournir la molécule pure. Dans le reste de l'industrie biotech aujourd'hui, parce que depuis, ça a évolué, la biotechnologie est en train de révolutionner l'industrie de la transformation. L'industrie de la transformation a toujours été chimique. Maintenant, elle passe du côté biologique ou biotechnologique. Puis c'est pour ça que c'est une super belle opportunité, mais ça vient avec des défis. Puis le défi que moi, je vivais il y a 20 ans, bien, les gens aujourd'hui en industrie vivent le même défi. Pas avoir accès en temps réel à ce qui se passe dans la cuve. Le plus gros problème de nos clients, qui ont des énormes réacteurs, des énormes cuves, dans lesquelles il y a des levures ou des bactéries, puis là, ils les choisissent en fonction de ce qu'ils veulent produire. Ils font ce qu'on faisait dans des petites cuves, mais ils le font dans des cuves industrielles. Ils fournissent du sucre, ça peut être de la mélasse, ça peut être un extrait qui vient d'ailleurs. Puis les levures, les bactéries ou autres organismes vont manger, l'absorber, puis produire les molécules. Mais quand ils sont dans leur grande cuve, ils sont en toute fin pratique aveugles. Donc, ils font comme nous. Ils prennent des échantillons, puis là, il y a le risque de contaminer, perdre la batch. On parle de centaines de milliers de dollars à chaque fois. Donc, les pertes sont plus importantes que ce qu'ils veulent bien dire. Donc, si on remonte à il y a 20 ans, nous, on avait ce problème-là à petite échelle. J'ai appelé les gens que je connaissais dans l'industrie, puis j'ai appelé les gens du pharmaceutique qui faisaient des productions un peu plus grand volume. Personne avait de moyens de mesurer ce qui se passait. C'est là mon problème. C'est que moi, je suis un gars de données, j'ai besoin de données pour sortir les modèles, pour prédire ce qui s'en vient ou pour ajuster ce qu'on fait. On n'avait pas de sonde, on n'avait rien pour avoir l'information. On avait l'information par des échantillons en retard. Donc, ça crée plein de problèmes au niveau du traitement de la donnée. Puis, quand tu as l'information en retard, si tu avais un problème à ce moment-là, bien, généralement, il est déjà trop tard, tu ne peux plus rien faire. Donc, la transition ou comment c'est arrivé, biointelligence, bien, moi, dans ce secteur-là, puis après ça, en consultation, j'ai fait un peu de consultation avec des grandes entreprises.
les quelques-unes que je peux nommer, entre autres L'Oréal, là, avec qui on leur a développé un procédé de production, puis il y avait le même problème que nous. Donc, ils utilisaient une cellule végétale, puis ils s'en servent pour produire un cosmétique à très haute valeur, mais avec le même problème. On ne peut pas voir en temps réel ce qui se passe. Donc, nous, on a travaillé avec eux à débloquer la mise à l'échelle de ce procédé-là. Puis ils se sont intéressés à nos autres travaux où on essayait de débloquer le problème de monitoring en temps réel. Donc, en gros, tout le monde dans l'industrie a le même problème. Donc, il y a 20 ans, à un moment donné, on a vendu l'entreprise. Puis moi, je cherchais un moyen de répondre à ce problème-là parce que quand tu appelles tes chums puis ils te disent « J'ai pas de solution, mais si t'en trouves une, appelle-moi, par exemple, parce que j'ai le même problème. » C'est un foutu bon hit, là. Dans ce temps-là, c'est comme t'as un client qui te demande carrément un produit. Fait que tu le sais que tu réponds à un vrai problème, là. T'es pas juste un nerd qui se tape un trip techno dans son sous-sol, là. Tu te lances en affaires avec déjà quasiment un client signé. À ce moment, oui, techniquement. Mais à ce moment-là, il n'était pas question de me lancer en affaires tout de suite. Même pas? Non. À ce moment-là, ma préoccupation était, j'ai un problème, il y a un problème, puis quand j'appelle les autres, tout le monde a le même problème. Puis comme mon background est ingénieur chimique, études supérieures du côté modélisation, optimisation, fait en génie chimique, mais avec des gens de génie électrique, j'ai à la fois la compréhension procédé, de comment on l'opère, puis où sont les problèmes, puis la compréhension système. L'analyse système, traitement de signal, traitement d'information, automatisation, puis tout ça. Fait que je me suis retrouvé à un endroit où on a besoin d'un capteur, on a besoin d'informations, puis moi, je suis déjà en train de développer les algorithmes pour le traiter après. Comment on fait ça? Donc, c'était pas... Je me doutais que ça allait virer en business, que ça allait virer en entreprise, mais c'était pas le but premier. Le but premier était, il y a un problème majeur, il faut trouver une solution. Puis si les gens cherchent, quand la solution va exister, ils vont l'acheter, à moins que tu arrives avec des coûts qui ne font pas de sens. À ce moment-là, l'Université de Sherbrooke cherchait un prof pour enseigner aux finissants en génie biotechnologique la conception d'usines. Dans mon travail, une partie du travail était de prendre les derniers rendements qu'on avait en laboratoire ou à petite échelle, puis de faire des projections sur ça coûte combien une usine qui a ces rendements-là, puis est-ce qu'on peut la faire rentable. Donc, on a fait plein de modèles technico-économiques, puis c'était un peu une partie de mon travail. Quand tu bâtis des modèles comme ça, tu construis virtuellement l'usine. Donc, il y avait un bon fit avec ce que Sherbrooke cherchait. J'avais de l'expérience industrielle, je travaillais avec des grandes entreprises, puis donc j'arrivais avec un background qui les intéressait. Puis l'université, surtout l'Université de Sherbrooke en particulier, c'est une université qui est proche de l'industrie. Donc, je savais que j'allais pouvoir rester connecté avec l'industrie puis que mon background allait être utile. Fait que c'est un peu du donnant-donnant. Je pense que c'est le meilleur des scénarios quand il y a un bon fit comme ça. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Sherbrooke. Donc, ils m'ont embauché comme prof. Tu as 3 tâches comme prof, l'enseignement, la recherche, puis le service à la collectivité. Le service à la collectivité, c'est participer à différentes choses comme, dans mon cas, j'étais directeur du programme de génie biotech. J'ai été aussi sur d'autres comités, plusieurs comités à gauche, à droite, mais le but, c'est que tu contribues à faire les choses pour le bien, à rayonner puis à aider les gens, puis à t'assurer aussi que tu bâtis quelque chose avec l'université, avec les collègues, avec ce que tu fais. Tu as quand même accès à un bassin aussi de talent brut qui est trippant. Là. Ben oui, puis tu as accès aussi, j'aime toujours travailler avec les jeunes dans le sens, c'est plein d'énergie, c'est des gens qui veulent apprendre, puis on revient à ce que je disais tantôt. Mais il y a 2 choses qui me stimulent dans la vie, c'est d'apprendre puis de bâtir. Fait que tu tombes dans un milieu qui est fait pour créer. Puis la créativité, on en parlait tantôt en préparation, ce qui m'allume, c'est la créativité, c'est de bâtir. Fait que créativité scientifique, créativité marketing. Je travaille présentement avec les gens de marketing, puis j'ai du fun. La créativité, c'est super important. Fait que, en allant à l'université, ma tâche d'enseignement, j'enseignais la conception d'usine, je l'ai vécu pendant tant de temps, puis je l'ai vécu aussi à accompagner des gens en consultation. Fait que c'était le fun. Puis j'ai vraiment aimé faire ce bout-là. Puis après ça, la recherche, la recherche, ce que je leur ai proposé, on va développer une nouvelle technologie. Puis comme j'étais dans la faculté de génie, c'est de la recherche appliquée. Fait que ça se positionnait bien. Donc, on a créé une équipe. Puis moi, la première année, j'ai lu. Je lisais sur à peu près tout, quel genre d'informations on peut aller chercher, de l'information optique, électrique, j'en passe, la technologie Raman, infrarouge, fluorescence, conductance, capacitance, puis toutes ces choses-là. Puis à un moment donné, je suis tombé sur une information drôlement pertinente. Dans tous les signaux disponibles,
sans trop rentrer dans le détail, il y a des signaux que quand tu commences à analyser puis à creuser, tu vas les retrouver partout autour de toi, des signaux de fluorescence. Donc, la fluorescence, tu lances de l'énergie à une certaine longueur d'onde, puis il y a des molécules qui vont la capturer, leur niveau énergétique monte, revient, puis ça émet le reste de l'énergie à une autre longueur d'onde. Donc, si tu sais à quelle longueur d'onde tu l'as envoyé, puis à quelle longueur d'onde ça revient, puis l'amplitude, tu es capable d'associer ça à des concentrations de molécules. Ça, c'est vrai dans des solutions simples. Une molécule dans de l'eau, c'est facile. En fermentation, tu as des milliers, voire des dizaines de milliers de molécules qui sont dans un mélange bizarre ou qui contient encore plein d'autres molécules, puis tout ça est vivant. Mais ce que j'ai réalisé assez vite, ces signaux-là dans une cuve fermée proviennent d'un endroit, à l'intérieur des cellules, de molécules impliquées dans les voies métaboliques, dans la machine qui fait vivre le... Comme une forme de signature, là. Bingo. Donc, on a commencé à utiliser ces signaux-là. Puis là, plus je lisais là-dessus, plus je lisais que tout le monde l'a essayé, puis tout le monde s'est planté parce que c'est un milieu qui est complexe. Puis là, quand tu commences à lire, puis tu réalises que c'est un milieu complexe, on remonte à il y a 15 ans à peu près, là, maintenant. Un peu plus que 15 ans, que 17 ans. C'est un milieu complexe, mais qui est à l'intérieur d'un système fixe. Donc, c'est un milieu défini. C'est des molécules. Même si on a 10 000 ou 100 000, ça demeure un milieu défini. Donc, un milieu défini, mathématiquement, c'est intéressant. Puis, un milieu complexe. C'est l'idéal pour utiliser des algorithmes avancés comme l'intelligence artificielle ou le machine learning ou des choses comme ça. Fait que là, je tombais dans ma table. Là, j'avais identifié des signaux associés à des molécules sans savoir exactement quoi. Ça demeure un système défini, mais complexe. Et on est parti là-dessus. Donc, on a créé le groupe de recherche. J'ai été chercher d'autres profs meilleurs que moi dans la conception de l'instrumentation, meilleurs que moi dans la compréhension de l'optique, parce que là, on tombait dans l'utilisation de l'optique. Puis moi, ma job, c'était de comprendre l'environnement chimique ou l'environnement biologique. Donc, c'est la même chose. C'est simplement un environnement chimique vivant. Puis on a embauché des chercheurs, on a commencé à faire des preuves de concept. Puis dans l'environnement universitaire, ce qui est bien, c'est un peu un deal avec le public, là. Tu utilises de l'argent public, mais quand tu trouves quelque chose, la propriété intellectuelle appartient au public. Fait que c'est un peu comme ça qu'on le fait. Puis on a réussi à faire une bonne preuve de concept. Puis rapidement, on a convaincu les instances qu'on tient quelque chose d'intéressant. Puis l'Université de Sherbrooke, à ce moment-là, on a fait une session de propriété intellectuelle. Ils ont déposé les brevets. Les brevets appartiennent à l'Université de Sherbrooke. Ça nous a permis, après ça, de continuer à bâtir. Et là, la naissance de biointelligence, c'est-à-dire que là, on réalise que le besoin qu'on avait 5 ans passés à cette époque-là est encore là, et même que ça s'accentue parce qu'il y a de plus en plus de procédés biologiques. Donc, moi, je m'étais donné une mission personnelle qui était d'accélérer la biotech au Québec avec ma contribution, recherche, découverte, je sais pas quoi. Puis finalement, tu t'aperçois que la vie est bien faite. La biotech est en train de se développer. Puis nous, on est en train de développer une solution pour la rendre efficace. Fait que l'université a déposé les brevets. On était impliqués dans tout ce processus-là. Puis en parallèle, il y a un nouvel accélérateur à Sherbrooke qui était créé, qui s'appelle l'A7 maintenant, qui s'appelait l'A7 aussi. Qui s'appelle encore aujourd'hui. Oui, exactement. Puis les gens, à l'époque... Roger Noël puis Jacques Lajoie m'ont approché parce que ça se parle sur un campus, c'est quand t'as quelqu'un qui brasse un peu ou qui sort du lot, on va dire ça comme ça. Et puis étirer l'élastique sans qu'il casse, là, mais toujours aller aux limites puis trouver 1000$ caché sous une roche, puis tranquillement, tu réussis à bâtir quelque chose dans un milieu universitaire qui est où c'est un peu plus traditionnel, je dirais, puis c'est voulu, puis c'est correct comme ça. Mais qui est mal nourri, on ne se le cachera pas aussi. Là. Il y a d'autres défis. Là. On pourrait faire un podcast complet là-dessus. Non, mais blague à part, moi, je suis impliqué beaucoup avec Polytechnique, puis ça me fascine des fois des profs qui publient des centaines d'articles par année là, qui sont extrêmement prolifiques, mais qui ont des budgets de 60 000. C'est ridicule, alors que pour la start-up, 60 000, c'est un salaire. Là, en moyenne, ils disent que pour se démarrer, c'est minimum 350 à 400 000. Ouais. Fait que les ordres de grandeur en académique versus l'industriel. Fait que là, toi, tu pars de l'académique, tu avais des miettes de pain, là. Oui, puis c'est un très bon point. Puis tu parles de Polytechnique, c'est là que j'ai fait mes études supérieures de maîtrise doc. Puis ça m'a emmené, puis Trois-Rivières avant, puis d'être dans ces différents milieux-là, ça m'a emmené une mentalité très scrappy. Faire le plus possible avec le peu de choses possibles. D'être frugal, qu'on dit. Oui. Ce qui fait que
on a toujours été hyper efficace. Puis, tu sais, honnêtement, il y a des gens autour qui finissent par trouver ça challengeant, mais ça fait qu'on dernièrement, on a fait une ronde de financement en 23, puis un des commentaires qui est ressorti, c'est comment vous avez réussi à bâtir tout ça avec si peu d'argent. Mais parce qu'on était dans un mode frugal, comme tu dis, scrappy, là, tu sais. Ouais. Donc, à l'université, on a réussi à créer notre groupe puis à découvrir ça. Puis quand je parlais de l'asset, ben l'asset nous a approchés à ce moment-là. Puis il avait entendu parler que j'arrivais de l'industrie. Puis tu sais, je sais pas qui, quoi, comment, mais c'était clair qu'il savait que j'allais repartir autre chose. Donc, on a fait encore une fois un win-win. On parlait de Québec Tech tantôt, ça a été la même chose avec l'asset. Eux recrutaient des entreprises, moi j'étais à 2 doigts de le lancer. Fait qu'on a travaillé avec l'asset, ils ont été vraiment d'un bon appui là, pour bien structurer, bien faire les choses. Ghislain, qui est président aujourd'hui, Ghislain Goulet, de l'asset, était coach, venait d'arriver comme coach. Donc, ça a été mon coach pour faire le montage financier, s'assurer que ça fit. Puis honnêtement, mon réseau à Montréal était vieillissant à ce moment-là. Fait qu'on est rentré dans d'autres réseaux. Puis on a créé Biointelligence. Puis là, il y a des processus qui sont déjà en place dans les universités. Donc, on a cédé notre pays. Moi, j'ai créé Biointelligence, fait que je ne négociais pas des deux côtés. Là. Il y a quelqu'un qui négociait pour l'université pendant que moi, je négociais pour l'entreprise. Question d'avoir un deal qui est fair, là, qui fait que tout le monde est heureux. C'est comme ça que Biointelligence a été créé. Puis ce qu'on a fait initialement à ce moment-là, on a pris nos ingénieurs, notre équipe de geeks qui avait développé la technologie à l'université, puis on les a embauchés dans Biointelligence. Puis là, ce que je saute, c'est quelques années là-dedans où je faisais de la consultation, puis on n'était pas prêt à les emmener dans Biointelligence, fait que je les payais. Je faisais de la consultation, mais je touchais rien. Là. Ce que ça me ramenait servait à payer les ingénieurs qui travaillaient là-dessus, puis encore tout dans ce mode-là. Mais le modèle service, hein, c'est souvent une bonne façon d'aller chercher des revenus très rapidement avant que le produit soit prêt. Là. On a eu plein d'entrevues chez les Dérangeants. Workleap, qui était Gsoft, ils ont fait beaucoup de consultations au début. Maintenant, ils sont 100% produits. Fait que c'est un peu ce modèle-là que vous avez adopté aussi. Là. Exactement. Oui, exactement. Puis, tu sais, je parlais de L'Oréal tout à l'heure. Pendant qu'on développait un procédé avec eux, ils ont vu nos technologies. Donc, 2 ans plus tard, quand on était prêt à les valider, on les a appelés puis on fait oui, on veut le voir. Fait qu'on est allé passer 2 semaines à Tours, en France. C'était triste. La bonne bouffe, le bon vol. Take a bullet for the team, comme on dit. Exactement. On n'avait pas le choix. Non, mais sérieusement, c'était très agréable. Là, puis les gens sont très agréables. Donc, on a pu valider la techno avec eux. Quand tu as des gros noms comme ça qui sont autour, ça nous a permis d'avancer plus vite puis de convaincre des gens. Donc, c'est un peu ça la genèse de Biointelligence. C'est un besoin industriel qui est partout. Milieu académique, une belle opportunité pour faire un win-win. Puis après, on l'amène dans l'entreprise. Puis là, il y a encore 10 ans avant d'arriver à aujourd'hui. Puis en ce moment, est-ce que l'entreprise a des revenus? Oui. Ça, c'est l'autre affaire. Une fois qu'on a emmené les geeks puis la technologie dans Biointelligence, il fallait faire des produits. Parce qu'un produit et une technologie, c'est 2 choses complètement différentes. Donc, on a pris quelques années à développer des produits. Puis, on a fait un premier financement précis, là, Family, Friend and Full. Puis on a... Family, Friend and Full, je l'aime celle-là. Je vais te la voler. C'est quand même... Non, ça vient pas de moi, là. C'est un peu connu dans... Mais c'est quand même vrai, là. Tu sais, c'est des gens qui y croient énormément ou qui croient en toi ou qui me voient parler avec mes yeux parce que je suis passionné, puis en arrière, ils voient pas tous les problèmes qu'il faut régler. Puis c'est bien comme ça. On a emmené les gens là, dans l'entreprise, on a développé la techno. Ma mentalité a été de toujours vendre les prototypes. Dès qu'on avait un prototype fonctionnel, pendant qu'on arrivait à quelque chose qui fonctionnait, puis dans notre lab, on était capable de le faire fonctionner, moi, j'allais dans un trade show, puis je vendais un produit. Je disais jamais... Tu visais pas la perfection, là. Non. Ah non. J'ai même un peu perturbé les gens à un moment donné parce que j'ai mis une affiche dans nos bureaux qui s'était marqué « Your MVP baby is ugly ». Donc, ton produit MVP, le Minimum Viable Product, il est laid. Si tu n'as pas honte de ton MVP, c'est que tu l'as lancé trop tard. C'est pas un MVP, exactement. Fait que moi, j'allais dans un show, puis je vendais un produit sans savoir exactement il allait avoir l'air de quoi, mais ça me permettait d'avoir beaucoup de feedback. Personne ne l'achetait dans un trade show, puis c'était pas le but non plus. C'était plus de lancer des idées, avoir une rétroaction, puis voir à quelle place ça accroche ou pas. Puis là, dès qu'on avait un prototype qui s'en venait quand même bon, là, j'allais pour vrai. Là, j'allais voir dans tous ces gens-là qui nous ont donné des bons signaux, lesquels l'auraient. Puis ça a été quoi cette ligne-là de dire c'est bon? C'est quand ça satisfaisait tes propres critères, quand l'équipe était satisfaite? Comment tu as tracé la ligne? C'est peut-être un peu exagéré, là, mais mon opinion puis l'opinion de l'équipe, ça vaut rien. Je suis d'accord. C'est pas ça qui est important. Oh oui. Donc, c'est une chambre d'écho à la fin. Là. Mon avantage, c'est que mes clients
j'étais dans leurs souliers. Il y a 10 ans, 15 ans, puis des fois peut-être un peu plus récent. Mais ça peut être un biais aussi. C'est à faire attention. Là. Ce que je sais de l'industrie, c'est pas le 100% de l'industrie. Donc, c'est quand même important de rester à l'écoute. Mais si on revient à ce moment-là à ta question, parce que j'allais dans un trade show, parce que je rencontrais des entreprises, parce que je testais des idées, je voyais ce qui accrochait ou pas. À quel moment c'est good enough, c'est bon on peut le sortir, quand tu as au moins une personne dans tout ce groupe-là qui t'a donné ses critères de succès sans les identifier comme ça, mais qui t'a dit c'est minimum, là, qu'est-ce qu'il veut voir, puis ton produit est en train de le livrer. Donc, puis c'est connu, notre premier client, il y a plus que 8 ans maintenant, c'est le CNET à Shawinigan. Eux étaient des gens que je rencontrais dans les trade shows à gauche, à droite, puis quand je leur parlais de ce qu'on développait, ça les intéressait parce qu'eux faisaient une transition biotech, puis il y avait ce même problème-là. Donc, à un moment donné, j'ai appelé Nancy, la directrice générale, Nancy Desiel, puis je suis descendu à Shawinigan, je suis allé m'asseoir avec eux. Puis ma première vente, c'était sur un tableau blanc avec un crayon noir. Puis j'ai dit, on est en train de développer 4 produits. La réalité, on avait une technologie qui pouvait se décliner en 4 produits. Puis j'ai dessiné au tableau les 4 produits. Là, à peu près, ça a l'air de quoi avec les bénéfices que ça amène ou le problème que ça résout. Puis j'aurais présenté les 4. Puis on a parlé 2 heures de temps à peu près. Puis à la fin, la réponse a été « ça, il nous le faut. Ça, c'est intéressant. Ces 2-là ne servent à rien pour nous, mais c'est une bonne idée. » Fait que quand je suis revenu, j'ai fait « ces 2 possibilités-là, on les met de côté, on se concentre sur lui parce qu'ils vont l'acheter. » Puis là, on a continué l'entretien avec eux. Puis ça peut paraître risqué de dire on focus ça sur un client, mais c'était quand même représentatif des autres discussions que j'avais. Fait que tu as beaucoup... ça, c'est une discussion que j'ai avec mon chairman ces temps-ci, le président du CA. À quel moment tu prends la décision quand tu n'as pas la donnée? Là, tu comprends que je suis un scientifique de base qui travaille avec la donnée depuis tout le temps. Généralement, ce que je vais dire, c'est la donnée me sert à éliminer des possibilités, puis c'est l'instinct après qui... J'analyse avec ça, mais je prends la décision avec ça quand tu arrives à un moment donné. Ben, c'était Dick Cheney, l'ancien secrétaire d'État américain, qui disait en politique, si tu attends d'avoir 100% de la donnée pour prendre une décision, tout le monde est mort. Exact. Que tu puisses prendre une décision avec 50-60% de la donnée, puis à un moment donné, tu y vas dans un leap of faith. Exact. Mais la perfection va te tuer tout le temps. C'est un peu ça le rôle de l'entrepreneur, c'est dire, j'ai pas toute la donnée, mais j'en ai assez pour prendre un leap of faith. Exact. Puis des fois, en start-up, quand on se lance, ben, c'est juste 30% parce que tu n'as pas les ressources pour aller chercher plus. Puis là, c'est la chance qui devient un peu le critère. J'aimerais ça t'emmener sur travailler avec les universités, la valorisation de la recherche au Québec, parce que c'est quand même une boîte noire, puis peut-être qu'on va le couper au montage finalement comme chapitre de l'épisode, mais t'es la seule start-up de Stade V, en fait, t'es la seule entreprise, on va arrêter de dire start-up, mais scale-up, qui est vraiment issue, qui est un tech transfer du milieu universitaire, de Axelis et tout. Ça fait longtemps que le Québec, on cherche. L'Université de Sherbrooke avait eu Voice to IP ou Voice to... Je ne me rappelle pas du nom, mais qui était, dans le fond, le protocole d'encryption de la voix sur les téléphones cellulaires, qui fait des millions et des millions de royautés à chaque année pour l'Université de Sherbrooke. Le brevet a arrêté, je pense, en 2019. Fait que ça a été un peu un deuil pour l'université. Mais on n'en a pas assez, justement, des technologies universitaires, alors que je regardais le portefeuille de brevets québécois regorge de pépites d'or de technologies qui ne sont juste pas envoyées au marché. Tu l'as dit, il y a une différence entre une technologie et un produit. Pourquoi, selon toi, il n'y en a pas plus des biointelligences? C'est une excellente question. Je vais commencer ailleurs. Je vais revenir là-dessus. Top shape. Après le démarrage de biointelligence, il y a eu une phase où je suis allé à Boston très régulièrement. Pendant 2 ans, je te dirais pas que je passais moitié-moitié de mon temps, là, mais ma fille en blague disait que j'avais une 2e famille là-bas. Fait que ça fait partie des sacrifices des fois qu'il faut faire. Aller à Boston, j'ai appris énormément. Entre autres que mon marché n'est pas là. Tout le monde nous poussait vers le pharmaceutique. Ce que j'expliquais tantôt, validation, vérification, c'est là qu'on a vraiment compris, on n'ira pas dans le pharma. On mesure trop de signaux, ça ne fit pas avec leur modèle. Par contre, être assis à Boston, en fait, c'est à Cambridge, en face du MIT, le 101 Main Street, j'oublie le nom de l'endroit, mais... C'est le Sloan, hein? Sloan School. Pas tout à fait, c'est pas loin du Sloan, là, mais c'est tu connais les CTA, le Canadian Technology Accelerators, tu en as à plein de places, il y en a un à Boston. Puis on était au 12e étage, je pense, de mémoire, ou 14e étage.
Puis c'est vaste. C'est un gros open space, quasiment l'étage au complet, 2 demi-étages. Puis le CTA a 2 tables. Tout le reste autour, c'est des startups qui sont issus du MIT, de Harvard, et ainsi de suite. Mais ça a le bénéfice que tu t'assis au milieu de ce monde-là. Puis oui, non, j'étais pas un des plus vieux. Il y avait des gens surprenants là, qui étaient plus vieux que moi autour de ça. Mais une table, ils ont eu 5 millions. Tu sais, c'est une table, ce sont 5 personnes avec leurs ordinateurs, c'est une compagnie, puis ils ont eu 5 millions. Puis tu as l'autre table un peu plus loin, puis eux, ils ont réussi à se réserver un booth qui est sur le long des fenêtres pour faire leur conférence parce qu'ils ont eu 10 millions US. Oui, puis sur un comme concours start-up. de pitch en général. Là. Exactement. Ils n'ont même pas de MVP rendu là. Exactement. Puis moi, j'arrivais là, puis on venait de faire une ronde à 1 million, puis tu sais, on se dit, on a assez d'argent pour être capable de... À ce moment-là, c'était le product market fit, là, trouver notre fit là-dedans. Fait que ça donne un peu des ordres de grandeur. Par contre, ici, on est très... T'en as moins en partant, mais on va être plus patient. Là-bas, tu sais, je parlais avec les gars, c'est ça qui avait de le fun, parce que moi, je suis à Boston, ma famille est ici, je travaille. Je travaille tôt le matin jusqu'à tard le soir, puis c'est le même, je m'occupe. Fait que j'arrivais le matin avec des gens qui étaient avant tout le monde. Je partais le soir avec des gens qui partaient après tout le monde. Fait que j'avais des discussions super intéressantes. Et eux autres, tu sais, la réalité est différente. T'as 5 millions, il fallait arriver. Si ça n'arrive pas, c'est fini. C'est fail fast. Là. Exactement. Ça a un avantage, par contre. Tu as beaucoup de projets qui ne mériteraient pas d'aller plus loin, qui, eux autres, vont arrêter là, tandis qu'ici, des fois, tu vas les emmener trop loin, mais ça, c'est un autre débat. Pourquoi il n'y a pas plus de technologies qui sortent de l'université ou qui arrivent à l'industrie? Ça explique une partie de la chose. Il y a une mentalité américaine très fail fast, mais on te donne les moyens de le faire. Ici, il faut que tu sois créatif. C'est particulièrement difficile. Quand je te dis la mentalité scrappy, elle vient, ou frugale, tu disais, ça vient de mes années d'un labo universitaire. J'ai des chums qui vont rire. On avait dans notre labo où on avait des réacteurs, puis on opérait à petite échelle, un tiroir à tubes. Le tiroir à tubes, c'est quoi? C'est quand tu avais un long tube, il fallait que tu coupes un bout. Mais tant qu'il y avait un bout qui était viable, on le mettait dans le tiroir à tubes jusqu'à ce qu'il soit trop court pour être réutilisé. Ça te donne une idée de la mentalité. Le tiroir à tubes, c'est tellement représentatif de la mentalité universitaire. Tu récupères tout parce que tu n'as pas le moyen de t'acheter autre chose. Ben, on l'a emmené dans les premières années de l'entreprise. Pourquoi il n'y a pas plus de technologies qui sortent? Je pense qu'il y a 2 raisons. On cherche comme prof, surtout en génie, des gens qui ont quand même la mentalité entrepreneuriale. Tu trouves tes budgets. Les gens ne savent pas, là, mais à part ton salaire, là, le reste, tu trouves tes budgets, tu trouves tes collaborations, tu recrutes ton monde. Ça ressemble énormément à l'entrepreneuriat. La seule différence, en bon québécois, tu n'es pas au bat. Si à la fin de l'année, tu n'as pas de subvention, ben, tu as encore ton job. Il y a une permanence qui est requise pour donner une liberté de réflexion. Sinon, ben là, tu tombes dans la politique qui commence à gérer les idées. C'est pas nécessairement un bon bet, mais... Non, c'est pas selon toi, parce que les ordres de grandeur en académique, c'est souvent des subventions sur 5 ans, alors que, tu sais, 5 ans, c'est la durée de vie entre... je pense, Apple qui était au bas fond de la bourse jusqu'à la plus grande capitalisation boursière. Là. Les ordres de grandeur sont complètement différents entre le Inc. et l'académique. Ouais. Si la liberté académique, il faut être à l'intérieur pour comprendre à quel point c'est important. Moi, je l'associe à la liberté de créativité. Les chercheurs, les profs vont travailler pas sur la technologie de demain, sur la technologie dans 10 ans. Regarde, on est là aujourd'hui, on n'est plus un start-up, on est vraiment dans l'accélération. Mais ça fait 20 ans que l'idée est arrivée. Puis, tu sais, j'essaie de pas trop m'en rappeler souvent parce que c'est long, 20 ans. Puis, ce que je réalise aujourd'hui, je pourrais pas refaire ça 2 fois, 3 fois, 4 fois. Puis ça, c'est un peu moi qui deal avec ma réalité d'aujourd'hui, mais c'est long, 20 ans. Fait que quand j'ai commencé à travailler là-dessus, quand j'ai commencé à m'y intéresser, si tu m'avais dit que ça va prendre 20 ans, pas sûr je serais resté là, tu sais, j'aurais essayé de faire autre chose. Je le sais pas. Là. Puis, on le saura jamais. Mais l'affaire, c'est que ça prend des gens qui vont penser comme ça, qui vont faire « je travaille sur quelque chose, je sais que ce ne sera pas tout de suite, ça va être... » Puis tu sais, on peut aller beaucoup plus loin. Si tu regardes les départements de philosophie, puis la philosophie, quand ils font leur recherche, ça ne nous impacte pas aujourd'hui au jour le jour. Par contre, la philosophie, c'est ce qui drive la science, qu'on le sache, qu'on ne le sache pas, qu'on l'admette, qu'on ne l'admette pas, mais puis là, on peut rentrer dans un autre débat, mais c'est important d'avoir cette liberté de pensée-là qui va nous driver ou qui va driver l'évolution de la société sur plusieurs années. Là, on vient de diverger, par contre, là, sur le... Non, mais l'analogie est très bonne parce que combien de philosophes, en fait, ont été découverts après leur mort. Ben oui. C'est un peu le même principe aussi dans la recherche académique, ce que j'entends de ta part. Puis pour revenir sur biointelligence, justement, moi, ce qui me fascine de ça, c'est que quand tu as eu l'idée il y a 20 ans, il y avait un problème.
mais que personne n'a réussi à trouver la solution tant que vous n'êtes pas arrivé au marché, c'était pas un peu fou de ta part de dire comme cocky, je vais dire même, de dire moi, je vais la trouver puis je vais réussir parce que des fois, ça peut rassurer comme un entrepreneur de dire il y a de la compétition. Il y a d'autres mondes qui sont là. Fait que j'aurai pas 100% des parts de marché, mais même si j'en ai 30%, ça reste quand même un bon bet. Là, tu avais 0 compétition. Je pense qu'on revient au fondamental de qui je suis. J'aime résoudre des problèmes. Je reviens encore. Tu sais, c'est la curiosité, puis j'aime apprendre, je veux bâtir. Je suis pas parti avec l'idée de on va bâtir une multinationale avec une nouvelle technologie qui va révolutionner. C'était pas ça l'idée. L'idée était, il y a un problème. Je sais qu'il y a un problème parce que moi, je l'ai vécu, parce que mes chums le vivent, parce que quand je les appelle, ils n'ont pas de solution. J'ai une opportunité où je peux me concentrer à trouver quelque chose. J'ai une connaissance de base suffisante pour l'attaquer. J'ai des bouts que je connais pas, puis il me manque beaucoup de connaissances. Je vais aller chercher les gens autour de moi. Quoi de mieux que le milieu universitaire? Ça aurait pu virer en un projet de recherche de 10, 15, 20 ans. Comme la plupart des carrières académiques. Ça aurait pu virer comme ça facilement. À ce moment-là, ce que je voulais, c'était régler le problème. Mon mindset n'était vraiment pas on va révolutionner la Terre, là. C'était on va régler ce problème-là. Je sais que les gens en ont besoin. Puis tu sais, c'est un peu la ligne directrice des 20 dernières années. Il y a un problème, j'ai été là. C'est facile pour moi de visualiser les gens qui en ont besoin. C'est facile pour moi. Là, on se parle, je les vois, les opérateurs en avant de l'écran qui ne comprennent rien puis qui s'en vont prendre un échantillon parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Je l'ai vécu. Tu sais, je le filme. Quand je visite des usines, je demande qu'on m'amène dans la salle des opérations. Je veux voir les opérateurs, je veux leur parler parce qu'ils le vivent. Fait que quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'était bien plus on va trouver une solution, on va trouver comment le mesurer. Je ne sais pas comment, mais on va trouver. Puis en même temps, c'était un trip mathématique. Là, on allait trouver des sensors. On en parlait tantôt, garbage in, garbage out. Fait qu'il faut des sensors, il faut quelque chose qui mesure de l'information pertinente. Ça va me permettre d'avoir un trip mathématique ou du moins de faire ce que j'aime dans la vie. Puis de traiter cette information-là, puis en même temps, mais comme j'aime bâtir, puis je pense que je suis quelqu'un qui me passionne facilement, je suis un peu tombé dans le piège. Fait que si je te disais aujourd'hui, ce que j'avais en tête, c'est dans 20 ans, on développe une entreprise, on est commercial à l'international. Je me doutais, je me connais quand même, là, mais c'était pas ça qui était mon focus. Mon focus, c'était, il y a un problème important, on va le régler. Fait qu'on s'est concentré là-dessus. Fait que oui, c'était fou. C'était peut-être plus un peu naïf ou peut-être plus hyper focus. Ça, c'est une de mes qualités. Quand je m'attaque à quelque chose, je peux m'y attaquer deep, vraiment deep. Puis ça me permet de résoudre plusieurs choses. Puis ça vient avec plein d'autres problèmes là, qu'on peut parler, mais c'est ça qui est arrivé. Fait que oui, c'était un peu fou. Mais si tu reviens après ça à pourquoi il sort pas tant de produits, il y a peut-être un peu de ça aussi. Tu sais, je disais, surtout dans les facultés de génie, là, on va chercher des gens qui ont un profil très entrepreneur sans le savoir. Là. Puis des fois, les gens se demandent, ouais, mais on a des problèmes, nos profs partent ou nos profs se mettent partent leur business on the side. Ben, ils ne sont pas surpris. C'est ça que tu cherches comme profil, comme prof en génie, en tout cas. Les profs en sciences sont beaucoup plus dédiés à comprendre vraiment le fondamental de la chose, puis eux vont faire des carrières académiques sur des choses très, très précises. Mais sans les profs de sciences, nous, on n'est pas capable de développer la technologie. C'est parce qu'eux autres ont réussi à éliminer des barrières très scientifiques, précises, qu'après ça, nous, on peut les prendre et les emmener en techno. Donc, entre découvrir le phénomène scientifique, développer la technologie, puis faire un produit de ta technologie, c'est 3 choses complètement différentes. Je pense qu'une de mes qualités, c'est être un généraliste passionné. Je peux m'attaquer à beaucoup, beaucoup de choses différentes parce que ma force, c'est de comprendre rapidement l'angle, le bénéfice, le problème, ou de quoi. Puis après ça, je me passionne facilement. Fait que je pense que c'est ça qui a fait que je me suis attaqué pendant tout ce temps-là, une étape après l'autre. Puis là, j'ai du fun parce que ce qu'on n'a pas parlé, c'est j'aime le côté stratégique. Là. Je m'intéresse aux guerres, pas l'histoire de la guerre en tant que telle, ou surtout pas faire la guerre, mais plutôt à... L'art de la guerre de Sun Tzu. Là. Exactement. C'est un livre que j'ai lu 2-3 fois, sans tout comprendre tout le temps. Là, mais ce qui est important là-dedans, c'est... Tu sais,
ça revient un peu à biointelligence. Pourquoi ça existe? Bien parce que je voyais qu'il y avait un problème profond pour lequel il fallait trouver. Il n'y a rien de pire que quand ta vie ou la vie de tes proches est menacée. C'est là que tu deviens hyper créatif. Quelqu'un cette semaine me racontait, il était dans une entreprise, puis il arrivait au bout de leur liquidité, puis quand il demandait au management, il t'en reste pour combien? Il nous en reste pour 9 mois. Ouais, mais là, ça ne sera pas assez. Puis à un moment donné, ils ont eu une offre qui n'était vraiment pas intéressante pour les fondateurs. Puis le CA a fait, ouais, mais on pense qu'on va l'accepter parce qu'il reste juste 9 mois. Mais la réunion, le mois d'après, il restait tout d'un coup 18 mois de burn rate, de runway. Puis pourquoi? Mais parce qu'ils se sont sentis menacés comme propriétaires. Le deal n'était pas bon, vraiment pas bon. Fait qu'ils ont étendu leur burn rate. Ça m'a été compté cette semaine, puis c'est tellement vrai. Quand tu es menacé, c'est là que ça ressort. Par contre, la créativité n'est pas top-notch. Tu vas trouver des moyens de survivre, mais tu ne trouveras pas l'étincelle qui va faire la différence. Non, ça va te garder en vie. Puis c'est souvent... j'aime beaucoup la citation qui dit « Une entreprise fait faillite, pas quand il manque d'argent, mais quand les entrepreneurs ont plus d'énergie. » J'avais jamais entendu, mais je le crois. Parce que tu peux manquer d'argent, mais tu vas recommencer, tu vas repartir, tu vas te restructurer. Puis quand tu restes passionné par un produit, puis c'est ce que j'entends de ta bouche, c'est que ça a parti d'une passion avant tout, puis ça nourrissait. Qu'est-ce que tu as dû apprendre quand tu t'es lancé comme entrepreneur plutôt que comme chercheur? J'ai jamais été un chercheur de carrière. J'ai été un chercheur parce qu'il faut. C'était le moyen. C'était le moyen. Puis je le dis pas, c'est sans aucune prétention, puis pas péjoratif. J'admire les gens qui font une carrière puis qui sont dédiés toute leur vie à une chose. Dans mon cas, c'était un moyen d'atteindre le prochain échelon, le prochain objectif. Il y en a qui se font des plans de carrière. Là. Je parlais avec quelqu'un encore récemment qui a son plan de vie. Là, moi, j'ai jamais fait ça, puis je pense que c'est la meilleure chose. Parce que je suis capable, justement, d'être très, très, très concentré sans voir ce que ça va éliminer comme possibilité. Tu comprends? Ce que j'ai dû apprendre, en fait, j'ai dû apprendre quand je suis devenu chercheur à comprendre qu'il y a des limites, puis à comprendre que ça va pas aussi vite que tu veux tout le temps dans le milieu académique parce qu'il y a des raisons pour ça. Mais sans cette période-là, sans ce milieu-là, ça n'existerait pas aujourd'hui. La techno n'existerait pas, la compagnie n'existerait pas, puis tout le monde va te dire qu'il révolutionne tout, là, puis c'est pas moi qui va aller le crier partout, mais il y a une chose qui est quand même réelle. L'impact qu'on a, il est énorme. On a un impact sur la rentabilité des entreprises direct. Le payback est à l'intérieur d'une année. Puis souvent, on a eu un cas où le payback, le temps pour rembourser ton achat, ça a été 1 semaine et demie. Et après 1 semaine et demie, il avait déjà payé l'acquisition de notre techno parce que t'as peut-être pas chargé assez cher, justement. Ouais, mes actionnaires me disent ça, là, qu'on n'est peut-être pas assez cher, mais il y a aussi, dans l'étape, on a parlé du product market fit, là, dans le go-to-market, comment tu accèdes au marché, il y a la stratégie de prix, de pricing. Si t'es trop cher en partant, personne ne te parle. Moi, ma stratégie a été, on se met à un prix qui ressemble à nos compétiteurs perçus pour que les gens nous parlent. Puis après, on pourra le monter d'une façon ou d'une autre. Puis il faut quand même rester conséquent. Là. On est dans le milieu industriel. On est dans une période économique difficile aujourd'hui. Le milieu industriel est impacté. Là. Ils font attention à leur liquidité et tout ça. Fait que si ton prix est trop élevé, peu importe le rendement que tu leur donnes, ça ne fonctionne pas. Tu as besoin d'un prix d'entrée qui est conséquent, qui fait du sens, qui les menacera pas. Puis après, il y a différentes façons d'améliorer ça. Là. On a des plans pour ça, mais jamais, sans jamais compromettre la capacité du client d'entrer dans le modèle puis de soutenir le modèle par la suite. Mais si on revient au bénéfice de ce qu'on a, tout le monde nous demande comment on rend nos clients rentables. Ça, c'est important. Mais si je reviens à ma mission personnelle initiale, c'était d'accélérer la biotech parce que sans rien enlever à la synthèse chimique qui a permis la révolution industrielle puis d'être le confort qu'on a aujourd'hui. Là. Tout ce qui nous entoure a été transformé sauf le bois, le métal puis la nourriture brute ou à peu près. Il y a quand même des procédés là-dedans qui sont polluants. De moins en moins, mais il y en a. La biotech, c'est la façon que cette industrie de la transformation-là soit durable. C'est la façon qu'on puisse continuer à produire tout ça sans tout détruire. Donc, ça fait longtemps, quand je te dis ça fait 20 ans que je suis là-dessus, c'était ça ma motivation initialement. On parlait de développement durable à l'époque, là, aujourd'hui, on parle de crise climatique. Nos clients, là, on les rend plus rentables, mais un des gros problèmes en biotech, ça utilise énormément d'eau. Donc, les gens se sont attaqués à refiltrer l'eau, puis la réutiliser, mais tu atteins des limites à un moment donné parce qu'il y a toujours des choses qui vont suivre. Bien, nous, on élimine la consommation d'eau, on coupe la consommation d'eau. Je ne peux pas donner des pourcentages parce que dépendamment de l'industrie dans laquelle on est, si c'est dans le bioéthanol ou dans les cosmétiques, c'est différent un peu, mais on a calculé que sur une période de 4 ans,
on élimine en consommation d'eau à chaque année 4 fois le stade olympique rempli jusqu'au ras-bord. C'est une belle métrique. 4 fois par année, à chaque trimestre, tu vides un stade olympique d'eau. C'est de l'eau qu'on a économisée chez nos clients dû à notre technologie, pas à leurs autres opérations. L'impact de notre technologie chez le client annuellement, 4 stades olympiques répartis chez tous nos clients. C'est quand même pas négligeable. C'est l'équivalent de, tu sais, si tu regardes Rosemère, c'est l'équivalent de la consommation d'eau de Rosemère à chaque année. Donc, nos technologies amènent toute l'eau que Rosemère a besoin à chaque année. Au niveau de la consommation énergétique, c'est l'équivalent. Donc, je pense que c'est 13 millions de mégawatts par année qu'on élimine en consommation de mémoire dû à nos technologies. Donc, encore là, là, je parle de la ville qui est juste à côté, mais c'est Blainville, Sainte-Thérèse. Blainville. C'est alimenter Blainville en électricité annuellement ou presque. Tu sais, c'est ce genre de comparaison-là qu'on a. Puis, parce que nos clients sont plus efficaces avec nos instruments, soit à la fin de l'année, ils produisent avec la même consommation d'énergie, d'eau et tout ça, ils produisent beaucoup plus de produits. Donc, la quantité d'eau, d'énergie requise par kilo de produit est beaucoup inférieure. Bien, soit ils font ça, ou soit ça leur demande moins de batch. Bien, ce faisant, ils émettent moins de CO2. Parce que la fermentation, la culture cellulaire, ça émet pas une tonne de CO2, mais ça en émet quand même. Puis, nos produits, annuellement, c'est l'équivalent de toutes les voitures sur la route de la ville de Magog. C'est fou, pareil. On reconnaît le mathématicien en toi parce que les analogies sont quand même en pointe. Là. Les calculs ont été faits. Les calculs ont été faits, puis ça, entre autres, tu sais, on lançait une fleur, là, c'est Sick Momentum. Un autre accélérateur que je challengeais un peu initialement quand on a été approché pour appliquer, mais ça a été un des meilleurs. Puis eux, dans leur offre, arrivaient avec 2 choses qui étaient différenciateurs. Ça fait déjà quelques années, je ne me rappelle pas quelle date exactement, mais il y avait un volet santé mentale qui était très peu abordé à ce moment-là, qui, eux, amenaient pour ouvrir la discussion. Puis il y avait un volet où on va vous faire une étude d'impact. Les chiffres viennent de là. Donc, ils nous ont payé un contrat, entre guillemets, avec Oxia Initiative, qui a fait l'étude d'impact environnemental, l'analyse de cycle de vie, puis tout ça. Puis on est ressorti avec ces chiffres-là. Puis je savais que ça avait un impact, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Puis là, on s'entend, on n'est pas en train de parler de... On est en train de parler à notre taille, là, qui est quand même en train de notre but, notre Big, Hairy, Audacious Goal, là, c'est d'être le leader mondial dans tout ce qui est monitoring puis analyse en temps réel des bioprocédés. Puis on est en train d'y aller. Mais c'est quand même pas... Je ne suis pas en train de te parler de l'impact de Siemens, qui est une multinationale. Je te parle de nous, notre petite compagnie avec un site de production à Sherbrooke, du commercial en Europe et aux États-Unis. Puis donc, mettons, combien de temps avant que ça soit 40 stades olympiques qui soient économisés? Bien, si c'est 4 par année, puis qu'on le fait dans les 4 années, les 4 d'ensuite, on ne sera pas loin, là, parce que c'est exponentiel, notre affaire. Là. On a un modèle où on rentre dans une cuve, on prouve la rentabilité, puis après, on équipe l'usine, puis après... notre client idéal, il n'y a pas une usine, il y a plusieurs usines. Fait que quand tu regardes ça, c'est un effet exponentiel. Ce qui est le plus difficile, c'est d'obtenir le premier contrat. Mais après ça, on leur montre la rentabilité. Là, tu équipes l'usine, là, tu équipes tes autres usines. Fait que tu comprends que c'est pas pour rien qu'on est à l'étape scale-up, c'est que c'est quand ça part là, chez nos clients. Je serais curieux de t'entendre parce que StadV avait comme mission d'aider les entreprises à exporter. Oui. Donc, aller beaucoup aux États-Unis, entre autres. Puis, mais ce que j'entends de ton product market fit ou à la limite de ton persona, si on va l'appeler comme ça, même si ça reste un milieu B2B, tu t'en fous un peu de il est où dans le monde. Toi, c'est des usines. Fait qu'elle soit aux États-Unis, qu'elle soit en France, en Allemagne, il n'y a pas vraiment de géographie à ton développement d'affaires. Comment tu deals avec ça? C'est quoi ta recette, mettons, pour t'implanter dans le prochain client? C'est une excellente question. Puis la dernière ronde de financement, la beauté des rondes, OK. Une ronde de financement, c'est difficile. T'aimes pas ça, c'est pas ton focus. Non, puis un investisseur, un banquier va toujours te dire t'es dans combien de pays. Exact. Ouais. Non, ça marche pas de même. Ben ça, c'est drôlement intéressant. La ronde de financement, t'as fait pas parce qu'il faut, t'as fait pas parce que t'aimes ça, t'as fait parce qu'il faut. T'as fait parce que ça va te permettre de grossir plus vite, d'avoir une meilleure croissance, d'attaquer un nouveau marché, ainsi de suite. Ou de développer un produit, mais c'est pas ça notre but. Par contre, ça vient avec quelque chose de le fun. Des gens externes qui ne comprennent pas du tout ta business puis qui vont te challenger, te torturer jusqu'à ce que tu n'aies plus rien à dire. Ça, c'est un bon investisseur. L'investisseur qui creuse puis qui veut comprendre puis qui te torture. Dans tous nos investisseurs, on a Amplify Capital de Toronto qui est rentré puis qui nous a challengé sur l'impact environnemental.
l'étude d'Oxia a comme répondu pas mal, mais ils nous ont quand même challengé là-dessus. Puis après est arrivé InnoSpark Ventures de Boston. InnoSpark, je suis allé les rencontrer à Boston. J'étais assis ils m'ont emmené à leur table, puis là, tu as les partenaires qui sont là, puis tous les gens, le managing partner, qui est un ancien prof, qui a démarré 2 entreprises, puis qui est devenu investisseur. Puis là, tu jases, mais eux autres, les questions venaient de partout. Là. On était autour de la table. Puis ils veulent comprendre. Là. Ils veulent comprendre. Puis celui qui avait les meilleures questions, c'est le partenaire qui a investi, Matt. Puis Matt n'arrêtait pas de me revenir. Il posait des questions, j'avais des réponses. Mais cette question-là, la réponse ne satisfaisait pas. Il revenait. Puis à un moment donné, c'était assez pour dire, OK, on va aller te visiter à Sherbrooke, on va aller vous rencontrer. Mais quand il est arrivé à Sherbrooke, il a reposé sa question. C'est quoi tes segments? C'est quoi tes clients? Qu'est-ce qu'ils font tes clients? Puis moi, je répondais toujours, on n'a pas un segment en particulier. En fait, tu as pharma et non-pharma, puis on est dans le non-pharma. Mais lui, c'était trop grand. Est-ce que c'est les bioéthanols? Est-ce que c'est les cosmétiques? Est-ce que c'est... Puis son instinct était bon. À force de creuser, on a fini par comprendre notre client idéal. On a des clients dans tout ce qui est non-pharma. On a des clients dans les probiotiques, dans les biofertilisants, dans l'éthanol carburant, dans, je peux t'en nommer une tonne, les bioplastiques, le PHA qui est la molécule phare. On a des clients dans tout ça. Mais on s'est aperçu rapidement qu'il y a un type de client qui bouge beaucoup plus rapidement, puis ça m'a amené à définir notre client idéal. Puis j'aime beaucoup les critères parce que ça donne des lignes directrices. Fait que quand tu regardes nos clients, ce qui ressort rapidement, là où on a le plus d'impact, puis là où ça va le plus rapidement, puis qui ont la patience et la compréhension pour mettre ce genre de solution-là en place, c'est les multinationales. Instinctivement, moi, initialement, je visais les 50-500 employés. Assez gros pour avoir le budget, pas trop gros pour qu'on puisse parler au management. Finalement, on en a, c'est bon, mais la beauté d'avoir des multinationales, tu as plusieurs usines. Fait que quand ça marche dans une, ça devient un showcase pour une vitrine technologique pour les autres usines. Ouais, ma question, c'est, sans tomber dans le détail, combien tu as dû lever de capital pour être capable d'arriver justement à des revenus puis de convaincre une multinationale d'adopter une technologie d'une jeune entreprise québécoise? On a pris des décisions très tôt qui s'avèrent hyper bénéfiques. Vendre les prototypes le plus vite possible. La différence entre un produit et un prototype, il y a plein de définitions, mais la pratico-pratique, là, ton produit, tu le fais en série. Ton prototype, tu en as fait un. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, mais après ça, tu vas tout de suite l'améliorer pour le deuxième. Ça demeure un prototype. Mais moi, en ce qui me concerne, c'est ça la différence. Comme on a commencé à vendre nos produits il y a 8 ans, aujourd'hui, quand je parle à une multinationale, je peux leur dire qu'on a des instruments qui roulent depuis 8 ans, qui sont encore robustes, puis que ça fonctionne numéro 1, puis qu'on a changé peut-être pour 200$ de composantes sur ceux les plus vieux. Là, puis il n'y en a pas juste un, il y en a plusieurs. Fait parce qu'on a fait ces ventes hâtives-là, on a fait 2 bénéfices importants. On a créé des revenus, donc on a démontré aux gens autour de nous que les gens sont prêts à payer, puis un prix intéressant. Puis la deuxième chose intéressante, on s'est créé un historique. On s'est créé un historique d'utilisation, on s'est créé des use cases. Ces gens-là qui l'utilisent depuis 8 ans, là, ils nous communiquent plein d'informations sur comment ils l'utilisent, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui doit être amélioré. Fait qu'aujourd'hui, on a un produit qui est beaucoup plus proche de l'utilisateur, puis on a un historique. Fait que quand je parle avec des multinationales, il y a 2 choses qui sont importantes. Il y a l'historique, donc ça fonctionne, c'est pas né de la dernière pluie. La deuxième chose, en toute humilité, ça fait plus de 30 ans que je suis dans cette industrie-là. Je parle leur langage. Quand on a un client qui ralentit un peu, un lead qui ralentit un peu, puis que les contrats retardent ou qu'on sent qu'il y a quelque chose, ce que je vais faire, je vais prendre l'avion puis je vais débarquer. Je vais aller les rencontrer parce que la grosseur de l'entreprise, le potentiel vaut la peine pour nous. C'est pas cheap, là, prendre un billet d'avion puis y aller, mais quand tu regardes ça dans l'ensemble de la force puis de tout ce qu'on dépense pour acquérir un client, ça fait du sens. Puis d'habitude, après une réunion d'1 heure, on a le feu vert. Le dernier que je suis allé voir dans le Midwest, c'est des gens qui sont réputés tout faire eux-mêmes. Quand je suis parti, le lead du projet me dit « Third party is last resort ». On ne travaille jamais avec des tierces parties, on fait tout en interne. Puis c'est super le fun d'entendre ça une fois qu'ils te disent qu'ils vont contracter avec toi. Puis ce qui les a convaincus, c'est que je suis allé m'asseoir avec eux, je suis arrivé dans la salle, il y avait 9 personnes, 2 utilisateurs, puis les heads. Celui qui est à la tête de la technologie de l'information, celui qui est à la tête de l'ingénierie, à la tête des opérations, à la tête de l'innovation. Puis là, les titres VP, C, whatever, mais tu avais tout ce monde-là. Il manquait le CFO puis le CEO.
Fait que c'est gros, là, tu sais. Mais moi, j'aime ça. J'aime parler avec ces gens-là parce qu'on parle des vraies choses. Fait que là, le IT me posait plein de questions, on répondait à ça pour le sécuriser, puis pas de la bullshit, là, tu sais. Ça fait 3 fois qu'on se fait auditer par des multinationales sur la qualité de notre IT, la cybersécurité, puis tout ça. Fait qu'on sait qu'on va répondre à ses besoins. L'ingénierie me posait des questions sur le fit, à quel point ça va marcher, la qualité de la donnée, comment ça marche, la connexion, puis tout ça. Puis tu avais l'innovation qui... Eux autres sont dans cellule, puis oui, mais là, tu sais, ce qu'on veut mesurer, puis ils disent pas ce qu'ils veulent tout de suite parce que chacun garde ses secrets, mais tu finis par comprendre OK, ils ont poussé trop loin, fait que là, ils ont d'autres problèmes ailleurs. Fait que ça, c'est le genre de discussion que j'aime, puis pour laquelle j'ai une bonne valeur ajoutée. Puis là, tu vois l'historique. Tu es ingénieur chimique de formation qui aime beaucoup cet aspect scientifique-là, qui a toujours travaillé en biotech, donc j'ai fini par comprendre la biologie un peu, comment ça fonctionne. Des études du côté génie électrique, donc le système optique. Puis aujourd'hui, à puis que j'aime la stratégie, comme on disait tantôt, particulièrement, je suis sur mon X à biointelligence aujourd'hui. Combien on a levé? Vraiment peu pour où on est rendu. On est dans les millions, mais on n'a pas eu besoin de lever 10, 20, 30, 40 millions. Là. Comparativement aux États-Unis. Ah puis, oui, puis parce qu'on était frugal, puis parce que quand il y a un problème comme ça, je vais m'asseoir avec eux autres, puis on parle le même langage. Donc, ça permet aujourd'hui d'être commercial à l'international. Puis, tu sais, sans rentrer dans les détails, on est sur une bonne lancée. On est drôlement sur une bonne lancée. Quand je te disais, on est sur la voie de devenir le leader là-dedans. La seule raison qu'on n'est pas étiqueté leader, c'est qu'on n'est pas assez connu. Mais cette année, notre priorité, c'est l'awareness, donc être connu par notre marché, puis accélérer le go-to-market. On a une stratégie qui fonctionne bien, là, puis les compétiteurs maintenant le savent, ils m'ont vu aller. Là. Puis ils commencent à l'adopter, ce qui est drôle. On va dans une conférence, je mets mon chapeau d'inventeur, je fais une présentation technique. Donc, c'est quoi la science en arrière? Pourquoi ça marche? Puis, je finis toujours avec 2-3 use cases, donc des clients qui l'utilisent. Puis après, je leur dis, si vous voulez en savoir plus, là, ils ont la map, ils ont le plancher avec les booths, là, avec les kiosques, puis je leur dis, on est là, à tel kiosque. Puis mes commerciaux me confirment qu'à chaque fois, quand je finis ma présentation, même si la session n'est pas finie, ils ont du monde qui arrive là, pour les voir. Ça marche. Fait que c'est ça qu'on fait. On va dans un trade show, puis là, on a commencé une stratégie digitale, mais la combinaison de l'inventeur fou, à la limite, là, avec le commercial en arrière, ça fait qu'on accélère ces temps-ci. Là. Donc, on a levé. Il a fallu lever, pas parce que ça nous tentait, mais parce qu'il fallait, mais pas autant qu'une entreprise américaine ou qu'une autre entreprise ailleurs. Puis est-ce que tu as l'impression qu'ils te souffrent dans le coup ou au contraire, c'est... On sait qu'il y a 2 compagnies présentement qui essayent de nous copier. OK. Une qui a été pas très subtile. Les 2 n'ont pas été subtils. Il y a une qui a essayé de contracter avec nous, puis tu as des tests, il y a des articles que tu mets dans les ententes de confidentialité, puis tu vois à quelle place ils challenge. Puis ils challengeaient toujours aux mêmes endroits, donc les signes étaient clairs, on a arrêté les discussions. La deuxième, j'ai averti mes commerciaux parce qu'ils viennent dans nos kiosques, dans les booths, poser des questions sans s'identifier. Fait que, puis comme je les connais, à un moment donné, si je suis là, je rentre dans la discussion, là, puis où je leur coupe ça. Le plus drôle, c'est qu'à un moment donné, un m'a vu arriver, puis il a coupé la conversation court, puis il est parti. Mais, le chien de garde était là. On est là 2-3 jours ensemble dans le même building. Là, tu peux te sauver. Tu comprends ce que je veux dire? C'est viens parler directement, pose-moi des questions, on va voir si on peut faire de quoi ensemble. Mais c'est un peu ça. Fait que c'est... C'est un petit velours quand tu as la compétition qui te dit « fuck, ils sont sur quelque chose, on ne l'a pas vu », ça confirme en même temps que... C'est le fun, oui, parce que ça confirme, mais aussi, ils sont là, puis il y en a qui ont des moyens, une multinationale là, qui est là-dessus. On sait qu'ils vont arriver à quelque chose, mais on sait aussi que notre innovation, j'ai parlé des signaux tantôt, c'est une des 5 ou 6 innovations qu'on a. On a breveté une, les 4 autres ne sont pas brevetées. C'est puis, tu sais, chez nous, les choses sont séparées. On a 9 serveurs indépendants. Les employés ont accès à l'information qu'ils ont besoin de faire leur travail. On est 2 personnes à avoir accès à toute l'information, la personne IT puis moi. Puis, il y a une raison pour ça. On est beaucoup dans la protection non divulguée. Donc, la propriété intellectuelle, tu as 2 façons de la faire. Là. Mais la façon de breveter tout, c'est une façon qui est très coûteuse parce que, tu dois la déposer, la défendre, la faire passer. Puis après ça, tu vas avoir des poursuites. Tout le monde va s'essayer pour aller la chercher. Dans notre cas, oui, on a ce bout-là, mais on a surtout le bout en arrière on ne révèle pas comment on le fait. C'est sûr. Moi, j'ai toujours dit, un brevet, si tu n'es pas capable de le défendre, c'est juste un beau diplôme sur ton mur. Là. C'est de la vanité, c'est de l'ego pur et dur. Bon, là, tu touches à quelque chose de super intéressant. Tantôt, tu disais, les investisseurs sont toujours en train de te demander, tu es dans combien de pays? Quand on a eu notre ronde de financement
On a essayé d'améliorer notre deck, là, l'information qu'on communique aux investisseurs, au conseil d'administration. Puis j'ai eu ce genre de choses. On leur a demandé qu'est-ce que vous voulez savoir. Puis là, ils sont revenus avec 84 informations séparées. Puis ce que je disais au président du CA, moi, là-dedans, il y a 2 catégories. Tu as l'information utile qui va servir à bâtir l'entreprise, puis tu as les vanity metrics. Donc, c'est pas moi qui ai sorti ça, je me rappelle pas c'est qui, mais les métriques de vanité. Ça, je veux rien savoir. Fait que moi, au CA, arriver puis dire on est rendu dans 8 pays, j'en ai rien à faire. Puis c'est hyper important que je leur dise pas, parce que je veux pas qu'ils commencent à s'y attarder. Puis là-dessus, je suis un peu... tu sais, je disais tantôt, il y a des avantages à être focus, puis il y a aussi ce désavantage-là. C'est un défi, des fois, de communiquer avec des gens qui sont pas aussi focus que toi. Je dis pas que j'ai la bonne vision. Ils ont la bonne vision. Eux autres gèrent plusieurs entreprises. Ils veulent voir des choses différentes. Mais je suis hyper stiff là-dessus. Il faut qu'on regarde les bons chiffres qui vont favoriser la croissance. Pas les chiffres où on va aller se vanter et on est rendu dans 24 pays. C'est pas grave. Ça sert à rien. Donne-moi 40 usines dans un pays. Je vais être bien plus content que si je suis dans 54 pays. Ou à la limite, une usine qui a 400 cuves, puis c'est comme bien plus... Il y a le danger d'avoir un seul client, là, mais je suis d'accord avec toi. Si tu veux, le nombre de pays ne veut rien dire. Le nombre de clients, le nombre de accounts, le nombre de... Tu sais, tu as combien dans le top 20 des multinationales? Ça, pour moi, c'est important. Parce que ça veut dire que tu as non seulement des ventes actuelles, mais ça garantit des revenus. Puis là, c'est là que tu bâtis ta croissance d'entreprise. Fait que demande-moi, on a combien dans le top 20? Pas de problème. Mais demande-moi dans quel pays. On s'en fout, on s'en balance complètement. C'est un exemple, là, mais... Ouais. Je m'en voudrais d'avoir, ultimement, un prof en génie chimique, biotechnologique, qui pas te demander, justement, dans les innovations qu'on voit arriver dans les prochaines années, on parle des changements climatiques, on te parler justement de l'impact environnemental de votre technologie. Il y a beaucoup de nouvelles innovations, comme par exemple une bactérie qui mange le styromousse. Oui. C'est quoi ta lecture, justement, des prochaines grandes innovations biotechnologiques? Est-ce que ça va être la rédemption de l'humanité une bonne fois pour toutes, ou au contraire, il y a plus de danger? Parce qu'il y a même une compagnie qui, par des procédés de biotransformation, veut faire de l'essence avec des bactéries à partir de maïs, je crois. Puis ça, c'était comme, pour moi, j'appelais ça un piège à innovation. C'est comme, c'est une innovation, oui, mais ça va juste causer notre perte plus rapidement au final. Ce que tu viens de décrire, c'est notre principal client. On va couper ça au montage. Non, c'est correct. Puis non, au contraire, parlons-en parce que c'est important. Ils vont utiliser du maïs. C'est des levures qui vont consommer le maïs puis qui vont en faire de l'éthanol carburant. Ça, c'est ça, depuis tantôt, de ce que je parle, c'est notre principal, pas notre principal client, mais notre focus présentement, je te dirais, parce que c'est ça qui bouge vite. De façon générale, présentement, comment l'industrie est structurée, le maïs utilisé pour ça n'est pas enlevé de la main des gens qui ont faim. C'est pas la même chose, c'est pas cultivé aux mêmes endroits, c'est pas le même approvisionnement. Puis là, si les choses ont changé, bien, qu'on me le dise là, mais présentement, c'est plus un débat éthique qu'un débat réel sur le plancher. On est, tu sais, la rédemption de l'humanité, là, ça passe par plusieurs choses. Ça passe par la science, ça passe par la technologie, c'est clair, c'est évident. Ça passe par l'éthique. Tu peux avoir les meilleures inventions, les meilleures technologies, si les gens les utilisent pas ou se mettent des freins artificiels ou se censurent. Tantôt, je disais, ce que je dis souvent à mes enfants puis autour de moi, c'est censure-toi pas, il y a tellement de monde qui sont là pour te censurer. Reste légal, là, mais vas-y le plus libre possible. Puis après ça, tu te censureras ou les autres vont te censurer. On se censure beaucoup comme être humain, puis souvent parce qu'on ne comprend pas les choses. Un cas typique, c'est qu'il y a un riz qui a été développé par mutation génétique ou par transformation génétique, un riz qui a un taux de protéines beaucoup plus élevé que le riz conventionnel. Puis là, je ne me rappelle pas des chiffres, fait que je n'irai pas dans le détail, là, mais pourquoi ça n'a pas réglé la famine dans le monde? Transformation génétique. OGM. Aujourd'hui, la plus grande menace à la biotech industrielle, c'est un exercice de communication. Puis ça, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, ça a été dit dans une conférence il y a quelques années. La dame qui est... faudrait que je me rappelle c'est qui, mais la dame disait sur un panel, manquez pas votre coup comme vous l'avez manqué avec les OGM. Les OGM auraient pu... Aujourd'hui, c'est utilisé à fond. Puis c'est utilisé dans les usines. Parce que les gens ont compris que c'est pas une menace. Puis après coup, on va les détruire. Puis ils peuvent pas partir à gauche, à droite. Je pense que ce qui a
Le gros problème avec les OGM, c'est que ce qui a été énormément popularisé, c'est les tests illégaux qui ont été faits sur des humains. Illégaux, ce qui est la première chose à dire. Ouais, exactement. Les scientifiques peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a des comités scientifiques, il y a des comités éthiques, puis tu sais, ça guide tout ça. Même chose sur la technologie, il y a une certaine adoption qui est là. Tu as toujours des gens qui vont aller à côté de la loi, qui vont faire l'illégal. Le problème, c'est ça qui passe dans les médias. Fait qu'il y a eu toutes les choses sur les humains, puis il y a aussi eu une mauvaise communication sur les OGM, c'est quoi? Surtout au niveau des grains, le blé ou le riz et tout ça. Si tu regardes le blé qui est utilisé aujourd'hui, la plupart des gens le savent, c'est pas un blé que tu retrouvais dans la nature il y a 100 ans, il y a 200 ans, ou il y a 1000 ans. Ça vient de la nature, mais il y a eu de la sélection, pas de la transformation, mais tu plantes ton blé, celui-là marche mieux que lui pour une raison X, c'est les graines de celui-là que tu vas replanter. Ça paraît pas sur 5 ans, mais sur 100 ans, tu vas avoir tout d'un coup des blés qui vont être plus fournis. Mais en fait, tous les fruits et légumes et les grains qu'on a comme généticiens aujourd'hui, on le sait, c'est la sélection génétique, c'est des OGM par rapport à il y a 100 ans. Exact. Fait que où est-ce qu'on trace la ligne de qu'est-ce qui est un OGM? C'est parce qu'on l'a fait en 1 an que c'est un OGM, alors que si on l'avait fait sur 100 ans, ça aurait été considéré comme une évolution naturelle. C'est un peu se mentir à soi-même, là. Exactement. Mais comme scientifique, tu le sais. Mais la population en général qui n'ont pas l'éducation scientifique, qui ont chacun leur force, mais qui ne sont pas éduqués là-dedans, il faut leur expliquer, il faut un exercice de communication qui n'a pas été fait avec au moment des OGM. Moi, j'encouragerais les auditeurs à aller googler à quoi ressemblait le maïs il y a 100 ans. Ah oui. C'est lettre, là. Ça n'a pas l'air mangeable pour 2 cents. Une banane, il y a 100 ans, je pense que c'était comme... C'était dur, c'était brun, on a clairement fait de la sélection des meilleurs produits pour que ça soit beau et comestible et ultra sucré aussi, là, on ne se le cachera pas. Là. Bon, mais si on part de là, puis on s'en vient maintenant à la biotech industrielle, le fait d'utiliser des micro-organismes pour produire les molécules qui nous entourent, il n'y a aucun problème avec ça. On peut arriver avec des problèmes éthiques en disant « Ouais, mais on prend le maïs de quelqu'un qui a faim à côté. » Non, c'est pas ce qui se passe actuellement, mais je suis quand même d'accord qu'il y a une préoccupation éthique à dire on prend quelque chose qui pourrait être de la nourriture. La réalité, c'est si tu es dans un pays X, puis que tu le produis là, puis que c'est rentable de le transformer en carburant versus l'exporter, puis il y a toujours... tout le monde est de bonne foi, là, mais à la fin de la journée, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est viable de le faire? Et ainsi de suite. Si c'était si facile, on aurait réglé tous les problèmes de famine. C'est pas ça le problème. Tu as plein d'autres problèmes, plein d'autres contraintes. Maintenant, si on part de là, les nouvelles technologies. Tu parlais de bactéries qui bouffent littéralement les polymères, le styromousse ou autre chose. J'ai assisté à une conférence, il me semble que c'est l'année passée, où on avait l'inventeur. C'est un Britannique qui est à l'origine avec son groupe, c'est jamais une personne, mais est à l'origine avec son groupe du développement de cette bactérie-là ou de l'identification de la bactérie. Je ne me rappelle pas à quel point c'est manipulé ou identifié, mais dans tous les cas, ils sont capables aujourd'hui de répandre la bactérie dans des marais pleins de plastique, de polymères. Plastique, c'est plus la propriété. Je suis toujours mal à l'aise d'utiliser ce mot-là, là, mais tu as des bacs là, qu'on appelle des bacs de plastique. Il y en a plein parce que ça a été rejeté. Tu sais qu'il y a un continent là, qui est juste de l'agglomération de ça. C'est le milieu du Pacifique. Exact. Bon, ben là, ils sont capables, puis ils nous le démontraient là, avec des tests en labo, puis après ça, comment ils faisaient. Ils en envoyaient, puis ils revenaient voir plus tard. Ils sont capables d'envoyer cette bactérie-là, puis elle va le bouffer, puis elle va le transformer en autre chose. Si c'est bien fait, puis si on se préoccupe que cette bactérie-là se nourrit, par exemple, exclusivement du polymère, ça veut dire que quand il n'y en aura plus, elle va mourir. Donc, ce n'est pas un problème pour la nature. Si on est capable de bien le faire, si on est capable de gérer les risques autour, c'est une solution drôlement intéressante à un méchant problème qu'on a aujourd'hui, qu'on ne voit peut-être pas au Québec, là, parce qu'on est quand même privilégié, mais quand tu vas un peu dans le monde, ou si tu sors puis tu t'approches des dépotoirs, des agglomérations, c'est un méchant problème. Fait que si on a une bactérie qui est capable de faire ça, il faut l'utiliser. Là, on parle de résoudre un problème de pollution, qui est hyper important, mais tu as la même chose au niveau de l'alimentation, puis dans plein d'autres niveaux. Fait que je pense, en fait, c'est rien de nouveau. Toutes ces technologies-là qui sont développées, qui sont viables, vont être économiquement viables s'il y a l'acceptation sociale. Puis la différence entre l'acceptation sociale et la non-acceptation sociale, c'est de façon générale un exercice de communication. Fait que c'est là que, tu sais, on parlait tantôt de qu'est-ce qui sort ou pas des universités. Le scientifique, c'est loin d'être le meilleur pour communiquer de façon générale. Fait qu'il faut que tu aies des gens autour qui le fassent, puis ça, puis on rentre dans le grand, mais si on le perd à un plus haut niveau... Ben, ce que tu dis me fait penser à une histoire que j'avais lue justement à l'université en innovation.
C'était à New York au début du 20e siècle, dans les années 1900, il y avait un problème de purins parce que tout le monde se promenait en carriole avec les chevaux, puis les rues étaient infestées de purins parce que les chevaux faisaient leurs besoins en marchant. Mm-hmm. Puis, mais ça causait énormément de bébites, de mouches, de rats. Il y avait des épidémies qui prenaient naissance carrément dans la rue. Puis donc, il y avait eu un conventum sur qu'est-ce qu'on va faire parce qu'au rythme de la croissance économique actuelle, les rues vont juste être du purin dans 10 ans. Puis là, il avait fait un gros brouhaha d'innovation pour comment ramasser ça. Finalement, est venue la voiture. Fait que, carrément, qui a amené son autre lot de problèmes avec les gaz à effet de serre. Mais on était censé techniquement mourir d'asphyxie de purin autour de 1930-1940 s'il n'y avait pas eu la voiture. Donc là, cette innovation-là nous a acheté finalement quasiment 100 ans. Puis là, on est finalement face à un nouveau problème. Je me demande si on n'est pas face au changement climatique, face à ce même changement-là, mais si on n'adopte pas assez rapidement à cause des barrières sociales, finalement, on court à notre perte. Je pense que ce qui est important, c'est pas de se concentrer sur est-ce qu'on va s'en sortir ou pas. L'être humain est créatif, on va trouver une façon si on est capable de bien contrôler là où c'est important. Tu n'as pas besoin de convaincre 100% de la population. Tu as besoin de convaincre ceux qui prennent les décisions importantes. Puis tu comprends ce que je veux dire? Là, oui. Bon, on revient, revenons au milieu universitaire 30 secondes, puis quand j'ai fait mon bac en génie. On parlait de philosophie tantôt. Le cours. Puis là, désolé pour mes autres profs de l'époque, là, le cours que j'ai adoré, c'est Sciences, technologie et société. Un cours de philosophie sur l'évolution de la science. Ça me fait triper, littéralement. Deux constats. C'est pas la démocratie qui est la meilleure façon de faire pour évoluer rapidement. Ça veut pas dire que c'est pas la meilleure, mais c'est la moins pire, en fait. Donc, si c'est la moins pire, allons-y comme ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tuer la démocratie, loin de là. Mais la deuxième chose drôlement intéressante, c'est que l'innovation, c'est progressif. C'est rare que tu as une évolution qui est vraiment disruptive, je sais pas, en français. Là, innovante ou comme... hyper innovante, là, qui va tout changer d'un coup. Généralement, ça se fait progressif. J'ai adoré ce cours-là parce que tu comprends un peu mieux les limites de l'évolution. Tu comprends un peu mieux pourquoi ça nous a pris 20 ans puis qu'on ne l'a pas fait du jour au lendemain. Oh, on va utiliser ces signaux-là. Les signaux existent, les algorithmes existent, les blocs techno existent. Pourquoi ça ne s'est pas fait en un mois? Quelqu'un m'a demandé, tes clients, si c'est rentable, pourquoi ils ne le prennent pas tout de suite? Bien, parce qu'il faut qu'ils le démontrent. Il faut que tu les convainques. Il faut que... L'évolution de la science, c'est super intéressant quand tu regardes les premières fusées. Pourquoi il y avait ce diamètre-là? Bien, quand tu recules, c'est parce que 2 chevaux de large, ça donnait à peu près cette largeur-là. Puis là, le cheminement, c'est la fusée devait être acheminée par des rails. Des rails, c'est le chemin de fer. Le chemin de fer, initialement, passait par des chemins de diligence. Les chemins de diligence, c'était 2 chevaux qui étaient le plus efficaces de large. Quand tu en avais besoin de plus, tu les mettais un avant de l'autre. Fait que c'est ça qui a fait qu'initialement, il y a des centaines d'années, des décisions qui ont été prises là impactaient aujourd'hui le diamètre de la fusée qui était lancée. C'est quand même incroyable. Puis là, je t'ai fait de l'histoire courte. Là, c'est beaucoup plus long, mais moi, c'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Là, je ferai mon découverte. Là, mais si tu regardes l'évolution des lunettes des verres de contact, le verre de contact, c'est rien de plus qu'un morceau de verre qui tenait dans leurs mains. Maintenant, il est intégré puis il tient là. La réalité, c'est que ça a pris énormément de temps parce que à chaque nouvelle innovation, tu l'approchais du corps. Puis le temps de le mettre dans ton œil, en fait, sur ton œil, là, on s'entend. Mais il y a une évolution à aller jusque-là. Il y a certaines de ces étapes-là, toute la technologie, tout existait pour le faire. Tu sais, entre le bout de verre que tu tiens, le bout de verre poli, le monocle, le binocle, tu le fais tenir sur ton nez, tu le fais tenir permanent sur ton nez avec les branches, puis après ça, l'emmener plus proche de l'œil. Tout ça, il y a des étapes qui auraient pu être faites beaucoup plus rapidement, mais puis là, c'est pas moi c'est mon prof qui me l'a sorti. C'est vraiment intéressant. Fait que quand tu comprends ça, ça a teinté toute l'évolution technologique. Puis moi j'utilise autrement. Quand on innove, puis où on a une idée, ce que je me demande toujours, c'est quoi, il est où notre angle mort, elle est où notre contrainte qui fait qu'on n'est pas tout de suite sur la prochaine étape. Fait que dans notre processus d'innovation, ou du moins de la façon dont moi je l'aborde, je l'utilise en inverse. En sachant qu'on a une évolution progressive de la science ou de la technologie, OK, on a une idée maintenant, on va développer tel algorithme. On est à 2 doigts de sortir quelque chose qui va
révolutionner la façon dont notre technologie est utilisée chez notre client. On est hyper excités en interne là-dessus, puis j'ai averti tout le monde de ne pas en parler parce que là, on est vraiment dans une innovation brevetable qui va nous créer un avantage hyper significatif. Tu vois que ça me passionne. Mais comment c'est arrivé? Avec des petites discussions en interne, comment on fait pour sortir de ce problème-là? Puis là, quelqu'un a une idée, puis après, c'est OK, mais si on fait ça, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable d'aller là? Puis à un moment donné, c'est OK, puis on ne sait pas où on veut aller, mais on sait qu'on est là. C'est quoi la prochaine étape? Mais comme tu ne connais pas la prochaine étape, la question était, c'est quoi nos contraintes? On ne connaît pas la prochaine étape, mais si on identifie nos contraintes, on risque de comprendre la prochaine étape. Puis en pensant comme ça, on est arrivé écoute, ça s'est passé tellement vite en quelques jours à bam, 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 bam. Puis là, on fait oh shit, là, on a quelque chose. Ben, c'est la machine de guerre, finalement, parce que entre la première innovation qui était faite en université, qui a pris 20 ans, là, finalement, les processus sont en place. Puis là, tu as carrément développé une machine bien huilée là, qui devrait techniquement donner une innovation par année ou qui sait. Oui. Le fondement reste le même, mais de comment on l'amène. Pourquoi aujourd'hui, ce qu'on fait, nous, ça n'a pas marché il y a 20, 30, 40, 50, 60 ans, alors que les blocs technologiques étaient là. Ouais. Il y a la façon de le voir, il y a la façon de l'intégrer, il y a les 4-5 innovations back-à-back, il a amené tous ces sujets-là ensemble. Il y a tout ça qui est là, mais aujourd'hui, on se donne une machine, comme tu dis, qui au moins est capable de réfléchir puis d'analyser ça de différents angles. Quand on a bâti l'entreprise, au début, puis là, on est en train de croître, c'est le fun, mais rapidement, j'ai identifié des pôles, des équipes, que moi, j'appelle des cellules. Parce que chaque cellule doit être 90% autonome. Je déteste les structures matricielles. C'est te créer un paquet de problèmes quand tu as un boss vertical puis tu as un boss horizontal, puis là, tu t'es pogné entre les deux. Un te demande quelque chose que l'autre te dit non, c'est pas la direction technologique qu'on a choisie, ça marche pas. Tu me suis? Là, oui. Fait que on est le modèle Zappos avait fait ça aussi à un certain sens. Ça, c'est si t'es pas capable de t'auto-gérer, va-t'en là. T'es comme. Oui, l'inspiration de comment on structure biointelligence, ça vient de Spotify. OK. Qui ont des équipes autonomes, puis là, ils ont les squads, puis tout ça. Puis chaque équipe est autonome, puis eux, ils appellent ça le train de l'innovation. Là. Fait que le train part, mettons, à tous les mois et demi. Puis quand le train arrive chez vous, si ton innovation n'est pas prête à être intégrée, tu vas passer au prochain train qui est dans un mois et demi. Mais à un moment donné, tu es évalué sur ta performance aussi. Fait que eux, c'est leur façon de faire. Puis là, il y a des squads, puis il y a des responsables de ci, puis de ça. Puis c'est relativement complexe, mais intéressant. Puis moi, ce que j'aimais là-dedans, c'est l'autonomie que tu donnes aux gens, mais l'accountability qui vient avec. Donc, on a structuré biointelligence basée là-dessus. On a des équipes ou des cellules. On n'a pas de département. Puis je refuse d'entendre parler de département. Puis là, je t'en parle là, mais je le dis jamais ou à peu près pas. Sauf quand je dis au monde d'arrêter d'utiliser le terme département parce que pour moi, département, c'est hyper silo, premièrement. Puis deuxièmement, très corpo, gros, immuable ou difficile à bouger. Tandis que nous, on est réputé pour faire des pivots rapides, des micro-pivots. On ne change pas notre modèle d'affaires. Les départements la culture de cover-ass. Ah, c'était pas dans mon département. Exact. C'est pas mon équipe. Là, tu touches un point excellent. Cette semaine, on a parlé de culture d'entreprise. On était à HEC dans le programme Envergure. Puis nous, ce qu'on a amené, c'est la préoccupation de garder cette culture d'entreprise-là en scalant. Puis, tu sais, on a créé les cellules, ou j'ai créé les cellules avec la mentalité de notre mentalité startup aujourd'hui, ou scale-up, appelle-le comme tu veux, mais qu'on garde cette mentalité-là quand on sera 10 000 employés. Bonne chance. Ah non, je le sais. Puis déjà, aujourd'hui, on se fait challenger un peu, mais c'est hyper critique pour moi. La différence avec Spotify, nos gens dans les équipes ne sont pas les utilisateurs finaux. Fait qu'on ne peut pas leur donner pleine latitude sur l'innovation. Donc, on a besoin de structurer l'innovation ou de la guider. Comment on le fait? Bien, c'est bien cliché, là, mais il faut que nos commerciaux et nos développeurs d'affaires soient capables de ramener en interne les besoins. C'est pour ça que je suis impliqué à fond là-dedans. Parce qu'avec l'expérience que j'ai puis les gens avec qui je parle, je suis capable de revenir en disant, là, ça fait 3 ou 4 fois que je vois ça, là, il y a telle affaire qui se passe, puis un peu instinctif, là, sans le voir nommément, tu finis par comprendre que non, c'est pas ça le besoin. Il y a un partenariat stratégique sur lequel on travaillait il y a un an et demi qu'on a laissé tomber parce que clairement, c'est pas ça que nos clients veulent. Il y en a d'autres qui sont nés depuis parce qu'on a compris ce qu'ils veulent finalement. Mais dans notre structure, rapidement, si je reviens à ce que je disais, quand on a créé Biointelligence, quand j'ai créé Biointelligence,
on avait déjà une structure de cellules ou d'équipe. On a commencé avec qu'une cellule. T'sais, la cellule, je leur ai dit, on va travailler en cellule, on va créer des cellules comme ça, mais là, on est 5, fait que ça va être une cellule. T'sais. Mais on va tout de suite démarrer avec la mentalité de cellule pour que les gens soient accountable. Puis quand on sera 8, 10, 12, on créera une autre cellule. Puis chacun, vous avez vos objectifs. Fait qu'aujourd'hui, nos cellules, c'est des équipes. Puis ils ont chacun leur responsabilité. Puis ils vont décider de comment ils font. Mais maintenant, sur quoi ils travaillent? Bien là, ça vient du marché, ça vient de nous, ce qu'on voit. Mais après, une fois qu'on leur met dans les mains, vous le faites comme vous voulez, mais vous le faites. Puis à la limite, pas à la limite, ils vont participer en fait à la définition de l'objectif en tant que tel. Fait que si moi, je reviens puis je fais, OK, notre priorité dans les 12 prochains mois, on s'enligne dans telle direction. Fait qu'il faut qu'on livre à peu près tel genre de bénéfices. Simon, ça a l'air de quoi? Élix, ça a l'air de quoi? Puis on jase avec eux autres. Ça, c'est mes deux équipes. Simon, il est en tête de l'équipe qui font la production, la fabrication des instruments, puis l'ingénierie de ça. Élic est à la tête du software development, cybersécurité, puis tout ça. Mais on a une troisième cellule qui est Technology Innovation. Et ça, c'est les gens qui développent les technos à venir. Tu comprends que quand on était 10, ça fait pas beaucoup de personnes par cellule. Là, maintenant, qu'on est en train de grandir, c'est le fun. Hein, les cellules, il y a du monde dedans, mais on a initié cette mentalité-là dès le début de t'es accountable, tu participes à définir les objectifs ou du moins qu'est-ce qui va être livré. Mais après, il faut le faire, mais fais-le comme tu veux. Tu veux utiliser tel outil, vas-y. La seule affaire, c'est budget. Mais assure-toi de faire approuver. Oui, c'est ça. Mais une fois qu'après ça, ils utilisent des outils que je comprends pas, puis je n'ai pas à les comprendre. Mais ça rentre pas, c'est pas challengeant avec tous les requis des multinationales qui te demandent d'être des fois ISO certified, SOC 2 Type 2, la cybersécurité, t'en as parlé. Ouais. Puis là, tu as une équipe qui décide d'utiliser Slack parce qu'eux, ils sont comme ça leur tente. Mais l'outil n'a pas nécessairement approuvé, il n'est pas dans les SOP. Comment tu deals avec ça? MVP, baby. Your MVP, baby, is ugly. Tant que tu n'as pas une contrainte artificielle. Tant que tu n'as pas de contrainte artificielle, vas-y, fonce. Puis là, j'aurais des sourires des employés qui feraient « Ouais, non, peut-être pas tout à fait. » il y a des guidelines. Dans l'idéal. C'est le monde autour de moi aime dire qu'il y a les 3 B. Là. Branding, budget, benefits. Ça, j'y tiens mordicus. Je donne beaucoup de latitude sur l'exécution puis tout ça, mais je fais un peu de micromanagement sur ces 3 affaires-là. Le branding, c'est hyper important. L'image de la compagnie, comment c'est utilisé. On est en train de refaire un bout aujourd'hui, puis ça m'excite à fond. J'ai hâte que ça sorte. Budget, c'est le nerf de la guerre. Tu nais ou tu meurs avec ton cash flow. Puis benefits, c'est là, le guideline. Je parle le plus souvent possible aux clients. Tu vois, cette semaine, hier, j'avais une rencontre avec notre best friend. Le best friend, c'est l'ingénieur d'application, mais on le présente au client comme ton best friend. Lui, il est payé juste pour que le client soit heureux. Fait qu'hier, je parlais au best friend, puis je disais, amène-moi dans tes meetings. Tu sais, les prochains meetings que tu as avec tes clients qui sont en train d'onboarder ou qui sont en train, amène-moi avec eux. Là. Je veux les voir. Je veux sentir le pouls un peu plus avec eux. Puis après ça, je vais dans d'autres meetings de nouveaux clients ou aller closer un deal qui ralentit, comme je disais tantôt, mais je me garde proche des utilisateurs. Je vais être on va me présenter comme disponible pendant le meeting pour répondre à des questions s'il y en a, le prétexte. Mais la réalité, c'est j'observe, j'écoute, je veux voir qu'est-ce qui se passe. Le non-dit, parce qu'on est en caméra, en Teams. T'as dit telle affaire, l'autre bord, j'ai tout de suite vu une réaction que toi, tu vois pas parce que tu es en train de parler. Fait que ça veut dire quoi, cette réaction-là? Je suis peut-être un peu en suranalyse des fois, mais ça permet d'aller chercher des petits cues, puis ça nous a permis des fois de sauver des contrats. Fait que j'aime garder ça parce que quand je reviens vers nos équipes d'innovation ou de fabrication, c'est de leur donner des cues comme ça, de dire telle affaire qu'on fait présentement, ça ne marchera pas. Ou si eux ont une idée, ils vont en partager. On est en train de mettre en place un processus plus structuré là, pour l'innovation en tant que telle, mais ils vont parler de ce qu'ils veulent faire, puis tout ça, puis c'est important que je sois impliqué à ce niveau-là. Mais je ne suis pas impliqué dans tout le reste, par exemple. Fait que le chien de garde, entre guillemets, c'est plus au niveau de l'innovation sur ça fait du sens, ça fait pas du sens, mais une fois qu'on dit OK, ça fait du sens, puis c'est un bénéfice, un des 3B là, qui est requis, go. Puis les gars vont le faire, puis là, après, je me fie à eux, ils savent comment le faire, puis tout ça. Là. Puis toi, Joël, tu le dis plusieurs fois dans l'entrevue, tu es un gars hyper focus. Tu aimes ça tout comprendre. Des fois, ça peut rendre fou parce que le génie frise la folie, on va dire. Là, c'est de l'obsession. Je suis pareil comme toi, d'ailleurs. Tu sais, avec mon psy, il me dit arrête de tout comprendre. Là, c'est comme de l'énergie dépensée. Je peux être sur Wikipédia jusqu'à 3 heures du matin à lire des articles sur le roi d'Angleterre parce que je suis comme là, soudainement, je veux comprendre. Mais comment tu restes sain d'esprit là-dedans?
C'est une excellente question. 2 choses. Sans vouloir te contredire, je veux pas tout comprendre. D'instinct, je veux comprendre, puis je veux aller au fond des choses, mais on parlait tantôt des niveaux de décision, tu parlais d'Exchaney, je ne me rappelle pas de la citation, là, mais j'aime lire on parlait des stratégies militaires, puis tout ça. À un moment donné, j'ai lu quelque part que les Marines américains vont prendre une décision sur 70% de l'information. J'adore le chiffre 70%. Tu sais pourquoi? C'est pas 3/4 puis c'est pas 2/3. T'es pas capable de savoir exactement il est où, donc ça t'oblige à faire un guess qui est je dois avoir à peu près 70% de l'information. Fait que j'adore 70%. Puis la deuxième chose que je me dis, c'est si eux mettent leur vie en péril ou jouent leur vie sur un processus de décision à 70%, il n'y a aucune raison que je ne sois pas capable de faire pareil. Donc, oui, je suis un analytique de base qui apprend à être moins analytique et plus instinctif. Comment je fais ça? Je reviens avec mes forces ou avec ma façon d'être, je me mets des limites ou je me mets des paramètres qui sont durs à évaluer puis qui me forcent à aller au-delà. Si je m'étais dit 3/4, j'essaierais de trouver il est où le chiffre 3/4, je me ferais des indicateurs de performance. Puis si je dis une matrice de choix avec des buckets à cocher. Puis... Fait que 70%, décision, c'est un feeling à ce moment-là, ça force le feeling, mais basé quand même sur un tu sais, on revient à j'analyse avec ça, mais je décide avec ça. Avec le cœur. C'est super important. Puis je pense que tu es un grand fan de hockey aussi. C'est la deuxième partie de la réponse. Ce qui fait... un drôle de moment parle de ça quand le Canadien vient d'être sorti des séries. Mais ils ont quand même fait vraiment bien, mieux qu'on pensait initialement. Mais ça étant dit, c'est pas tant ça que mon hockey à moi. Je joue au hockey 1 fois par semaine. J'ai longtemps joué 2 fois par semaine. J'ai fait du karaté avec ma fille 3 fois par semaine. Il y a eu une période où j'avais 5 fois 1h30 par semaine d'activité. Là, à un moment donné, le corps a de la misère à récupérer entre chacune des fois, là, mais le sport, c'est hyper important. Le hockey, c'est ma thérapie. Je ne me gêne pas pour le dire. Qu'est-ce qui me garde sain d'esprit? Ma blonde, ma fille, mon gars, quand il était à la maison, on va te le dire, là, si ça fait trop longtemps que je n'ai pas joué au hockey, ça paraît. Là, ils veulent me pousser sur la glace. Ben, tu sais, je deviens tendu, je ne sais pas quoi. Ils pourraient t'en parler plus que moi, mais le hockey, c'est ma thérapie. Le hockey, pour moi, ce que j'aime, premièrement, c'est un sport rapide. Tu n'as pas le temps de penser. C'est un sport exigeant sur le cardio. Donc, quand tu es sur la glace, tu dépenses. Puis quand tu es sur le banc, tout ce que tu penses, c'est rattraper ton souffle. En tout cas, dans mon cas, là, c'est ça. Fait que c'est vraiment intéressant pour ça. C'est un sport rapide, c'est un sport où personne ne veut se taper dessus, personne ne veut se blesser. Mais tu vois, en fin de semaine, on avait un tournoi, puis il y en a un qui s'est blessé, mais solide, puis un tournoi amical. Fait que ce petit aspect de danger-là fait que tu es hyper attentif sur la glace. Tu vas souvent voir les joueurs là, qui ont les yeux bien dans le milieu de la game, là, les yeux bien grands puis attentifs. J'aime le hockey, tu n'as pas le choix de te vider l'esprit. Tu peux pas penser à tes problèmes pendant que tu es sur la glace. Tu vas manquer quelque chose, tu vas te faire rentrer dedans, tu vas rentrer en tout cas, tu vas avoir un problème, c'est sûr. Puis comme sur le banc, ben, les présences sont entre 15-45 secondes-ish. Tu n'as pas beaucoup de temps pour rattraper ton souffle. Donc, tu restes attentif à ce qui se passe. Puis il y a surtout tout le autour du hockey. Fait que le hockey, c'est bon, ça te fait... Surtout moi qui est compétitif, là, même si je ne suis pas hyper talentueux, je suis quand même compétitif. Fait que je vais me donner à fond. Je sors de là, je suis tout croche, je suis vidé. Mais ça fait tellement de bien. Mais au-delà de ça, ça fait presque 20 ans qu'on est dans la région de Sherbrooke. On était dans la région de Montréal avant. Puis je pense que le deuxième coup de téléphone que j'ai fait en arrivant dans la région de Sherbrooke, c'est appeler dans les arénas pour trouver les ligues de garage. Puis j'ai trouvé une gang qui est vraiment le fun. Puis ça fait presque 20 ans que je joue avec eux. C'est vraiment une thérapie dans le sens que tu as confiance en ces gars-là. Ça fait tellement longtemps qu'on se voit. Mon social, il est là parce que j'ai pas le temps de faire beaucoup. Puis c'est voulu dans le sens que à un moment donné, tu t'aperçois que tu coupes partout. Tu coupes sur le temps familial aussi. Fait que où tu récupères? Ben, tu vas récupérer sur le temps familial avant le temps social. Des chums trouvent ça difficile des fois parce que je ne vais pas prendre des bières puis des cafés puis des affaires de même. J'ai pas le temps de faire ça. T'es pas là aux anniversaires de la fille de... Puis t'as pas le choix. Ça c'est arrivé, oui. Puis là, c'est moins pire, les enfants sont grands, mais ouais, c'est arrivé. Mais si on revient au hockey, la gang est le fun, puis comme il y a une confiance qui se bâtit, ben, tu vois, un de la gang me disait il y a quelques mois, il dit, tu sais, réalise une chose, là, dans une chambre de hockey, dans un vestiaire, t'en as toujours 2 ou 3 qui sont en divorce, en séparation, en deuil, en ci, en ça, puis tu le sais pas. Ouais, perdre sa job. Il y a toujours des grands stresseurs, déménagement, perdre sa job, deuil, séparation, tout le monde. Puis c'est tellement vrai. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a bâti
tellement un climat de confiance que, tu sais, dernièrement, il y en a un qui s'est séparé puis on ne l'a pas vu venir. Lui non plus, malheureusement. Puis, tu sais, je le dis en riant, ça fait partie de la mentalité, tu comprends? Et tout d'un coup, il se met à nous jaser. Il sort de la douche, il s'habille, puis tout d'un coup, il se met à nous révéler ça. Puis, il s'est fait écœurer un peu. Tu sais, le monde, ils ont lancé des cracks, mais c'est ça la mentalité de la gang. Il n'y avait rien de méchant. C'était limite, par exemple, des fois, mais c'était un peu crever l'abcès de suite. Puis c'est une drôle de dynamique qui, par des gens de l'extérieur, ils vont faire « ça n'a pas de sens ». Mais quand tu es dedans, tu le comprends. Puis j'ai eu des bouts rough. Un de mes chums a eu des bouts rough. Sa mère est décédée, puis ça l'a shaké solide. Ben, tu sais, après la game de hockey, il y a la bière. Je prends pas de bière, ça m'empêche de dormir. Je prends un rhum. Mais on étire un peu, on reste plus longtemps. Puis à un moment donné, tu t'aperçois que le monde part. Puis à la fin, il reste 2-3. Moi, je veux parler à un, puis il y a des signes. Puis vers la fin, on est 2-3. Là, il va s'ouvrir un peu plus. Il reste parce qu'il a besoin de jaser. Il a besoin de jaser, puis on est quelques-uns, finalement, tu t'aperçois qu'il y en a qui sont plus sensibles à ça que d'autres. Fait que ça crée des liens, je vois pas comment tu peux rester sain d'esprit sans avoir ça. Moi, mes 2 exutoires, le sport, l'activité physique en tant que telle, puis le deuxième, c'est la communauté autour de ça, le lien de confiance qui se tisse autour de ça. Ben, c'est probablement une sélection naturelle, c'est-à-dire que les entrepreneurs qui n'ont pas trouvé ça t'offrent pas la run au final. Fait que tu sais, je pense que tu dis souvent tu te connais très bien, puis je pense que c'est une de tes grandes valeurs, donc de dire ben ça me prend justement mes assises pour bâtir la cathédrale, puis la fondation est très, très, très importante. Fait que moi, ce que je retiens en fait de notre entretien aujourd'hui, c'est non seulement, oui, de la passion que ça prend, mais de se connaître, puis d'être hyper focus. Là, on a vraiment une solution gagnante. On aime être cartésien, on aime des buckets, là, mais ces 3 critères-là que je reconnais en toi, Joël, ça a l'air d'avoir été vraiment la clé du succès. Tu apprends à te connaître. c'est tellement challengeant que tu apprends à te connaître. Tu n'as pas le choix. Puis oui, je pense que c'est un bon résumé de la chose. Ben, merci beaucoup énormément d'être venu au Dérangeant. C'était fort intéressant. Puis on va suivre Biointelligence de manière très attentive. Je pense qu'on va faire des updates très régulièrement avec Québec Tech également. Donc, à la maison, n'hésitez pas aussi à aller sur le site web des Dérangeants pour voir l'entrevue en entier. On a nouvellement notre page Patreon où est-ce qu'on met vraiment aucun coupage et qu'on voit les behind the scenes de tous nos épisodes. Abonnez-vous, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify, Google. On est sur toutes les plateformes. C'était Étienne Crevier qui vous remercie d'avoir été là et qui vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode des Dérangeants. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!